Merci, merci Philippe. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux, très fier d'être devant vous, un peu ému parce que je suis plus souvent de l'autre côté à écouter et à prendre des notes qu'à parler, ou quand je suis ici, c'est plutôt pour poser des questions quand il s'agit d'animer un débat ou une table ronde. Mais je suis très heureux puisque c'est un sujet qui me passionne depuis un certain nombre d'années, effectivement. Qui permet à une petite entreprise de presse de vivre. API, c'est 11 personnes qui vivent de l'information économique régionale sous différentes formes. Je suis pas là pour vous en brosser un tableau, mais c'est ce qui nous permet effectivement d'avoir un regard qui part de l'actualité, qui part des acteurs économiques, qui sont, comme l'a dit Philippe, les entreprises, mais aussi les acteurs publics, les collectivités locales, les groupements. Un hôpital est un acteur économique aussi. Donc c'est cette actualité-là qui nous permet de dégager un regard, et puis bien sûr les documents que vous produisez, que les institutions produisent, les échéances qui permettent de publier des études et divers plans stratégiques. Tout ça, c'est aussi des choses dont on essaye de se nourrir pour relier en permanence l'actualité avec un peu de perspective. Et le deuxième axe de notre existence, peut-être même le principal, c'est de toujours croiser l'économie et le territoire. On s'intéresse pas à l'économie virtuelle, même si on sait bien qu'il y a une économie financière et qu'il faut en tenir compte, mais on est vraiment dans le réel et dans l'humain, et sur le territoire, et bien sûr sur le territoire régional, au sens large du mot. API s'intéresse à un territoire qui est Bretagne, Pays de la Loire, pour simplifier, au premier rang duquel il y a bien sûr Nantes, Saint-Nazaire, et toutes ces dimensions. Voilà, donc c'est pour ça que je suis très heureux de pouvoir, au fond, un peu faire une synthèse de ce à quoi je crois. Je vais être un peu plus engagé ce soir que je ne suis dans un ton strictement journalistique. Je vais sans doute enfoncer des portes ouvertes, vous m'en excuserez, être parfois redondant, mais je vais essayer de vous livrer une réflexion que j'ai organisée en 3 temps et que j'ai appelé volontairement Nantes-Saint-Nazaire, l'urgence du long terme. Le paradoxe, vous l'avez bien sûr noté. C'est pas moi qui ai inventé la formule, je l'ai lu récemment dans l'édito d'un journaliste qui s'appelle Éric Le Boucher dans Enjeux les Échos, mais je pense que c'est une formule qui doit être assez récurrente. Mais ça m'a bien plu, au fond, d'essayer de se dire que, surtout dans la perspective 2030 qui était évoquée tout à l'heure, au fond, ce qui se joue aujourd'hui concerne le long terme. Il faut jamais oublier le long terme lorsque l'on regarde un peu la question économique et la question du territoire. 3 temps donc dans cette intervention, l'urgence du long terme pour Nantes-Saint-Nazaire, le fait que ce territoire demeure notre meilleur atout, et 3e temps, la conviction que le développement, c'est pas une option, c'est pas un débat, c'est une obligation. C'est un débat, bien sûr, quel type de développement, bien sûr, mais en tous les cas, moi je suis un militant du développement, de la croissance, c'est pas un mot qui me fait peur. Je l'affirme haut et fort, charge bien sûr de lui donner un sens et une portée et un aspect durable, cela va de soi. Mais je pense qu'il y a aussi besoin de refonder, parfois même d'un point de vue presque idéologique, la question du développement, parce qu'elle est souvent remise en cause au nom de choses qui me paraissent parfois dangereuses. Voilà. Donc l'urgence du long terme pour Nantes-Saint-Nazaire, j'ai mis volontairement cette photo en ouverture. Vous voyez bien qu'elle se limite pas à Nantes-Saint-Nazaire. C'est une très belle photo que j'ai récupérée sur Google Photos. J'en ai pas payé les droits. Je pense que c'est une photo satellite, mais que je trouve vraiment très belle parce qu'elle illustre bien ce grand territoire au fond, au sein duquel nous vivons, nous habitons, nous développons, avec cette présence, cette omniprésence de l'océan sur laquelle je reviendrai, qui est aussi bien sûr très importante. Alors, cette urgence du long terme, je vais rentrer très vite directement dans le sujet. Au fond, je pense qu'elle n'a jamais été peut-être aussi vraie qu'aujourd'hui, parce qu'on est à vraiment une période exceptionnelle, une période charnière, avec plusieurs matchs à gagner, plusieurs grands projets à porter et à développer, dans un univers concurrentiel redoutable, arbitré en l'occurrence par l'État. Mais tous ces projets sont de long terme. Et quand on regarde un petit peu la carte de France ou la carte d'Europe, même, on peut remarquer qu'il y a peu finalement de villes qui ont autant de projets complémentaires à défendre actuellement. Le premier que je mets en avant, je vous apprendrai rien bien sûr, c'est celui des infrastructures de transport. Donc l'aéroport Notre-Dame-des-Landes et le schéma national des infrastructures de transport, le projet de schéma qui a été présent. Les deux ont avancé fortement cet été, puisqu'on a eu cet été le bouclage juridique et financier de l'opération Notre-Dame-des-Landes, qui a vraiment lancé vraiment concrètement l'opération, et puis la présentation de ce schéma national des infrastructures de transport qui a permis de voir tout d'un coup s'esquisser une possible nouvelle carte du territoire économique à longue échéance, encore une fois, mais sur des décisions dont il faut vraiment se préoccuper aujourd'hui. Et je relie volontairement les deux parce que pour moi elles sont parfaitement complémentaires, parce qu'il s'agit, comme je l'ai dit, de la structuration d'un grand territoire atlantique. J'ai une carte, je pense qu'elle doit être derrière,
c'est celle-ci. Structuration d'un grand territoire atlantique de Caen à Bordeaux. En vert, vous avez ce qui est aujourd'hui ce que l'on peut rejoindre dans les villes à moins de 2 heures. Et en orange, vous avez les villes qui seront demain si le schéma est abouti dans les différentes composantes. Donc demain, c'est dans longtemps. Mais quand même, il faut s'y préparer, il faut avoir ça en tête. Les territoires et les villes qui seraient accessibles en moins de 2 heures depuis Nantes. C'est une carte qui a été publiée récemment lors du colloque Nantes-Rennes. Alors vous me pardonnerez sa mauvaise qualité parce que j'ai fait une capture écran. Mais bon, de vue, elle dessine quand même. Elle dessine bien et elle en dit long sur les nouvelles perspectives de ce territoire et j'y reviendrai. En particulier parce que on a vu tout à l'heure que ce projet d'aéroport situé aux zones de cette grande zone de territoire Pays de la Loire-Bretagne, 6 millions d'habitants à moins de 2 heures, une grande zone de chalandise en termes de population et d'économie, j'y reviens pas. Il faut le regarder bien entendu en complémentarité avec ce schéma qui là aussi a été publié récemment lors du colloque Nantes-Rennes par les 2 agences d'urbanisme de Rennes et de Nantes qui ont fait un très bon travail préparatoire à ce colloque, où on voit ce que serait un possible réseau ferré du Grand Ouest. Donc vous voyez bien sûr des faisceaux, des couleurs différentes qui marquent le phasage dans le temps. Je vais vous épargner les détails, mais quand même ça esquisse quelque chose d'assez nouveau, d'assez presque révolutionnaire pour le territoire, c'est-à-dire un aéroport interconnecté avec un système de liaison rapide entre les villes de Bretagne et de Pays de la Loire, avec une radiale Nantes-Rennes au milieu, qui veut dire que demain, encore une fois dans le long terme, mais c'est aujourd'hui qu'il faut s'en préoccuper, on peut imaginer des liaisons Nantes-Angers-Laval rapides par la virgule de Sablé et Laval-Rennes, un Nantes-Rennes, un Nantes-Lorient-Quimper rapide en passant par l'aéroport, un Rennes aéroport Quimper également. Enfin, vous voyez, tout ça veut dire qu'on peut avoir un système de transport ferroviaire entre les villes de l'Ouest qui sera enfin à la hauteur de ce réseau naturel de villes de l'Ouest qui est assez remarquable, hein, vous le connaissez, des villes moyennes et grandes à faible distance les unes des autres, qui sont aujourd'hui reliées pour l'essentiel par la voiture, sauf Nantes et Angers qui le sont bien par le train grâce à la liaison vers Paris, à la différence de grands territoires comme le Sud-Ouest où vous avez Bordeaux et Toulouse et autour beaucoup moins de villes. Là, on aurait enfin l'occasion d'avoir sur ce territoire ouest des liaisons ferroviaires rapides qui permettraient, alors je dis bien les liaisons ferroviaires rapides, ça veut dire des TER améliorés, ça veut pas forcément dire des TGV dans l'esprit des gens de SNCF, mais c'est quand même des trains qui vont vite, qui sont fréquents et qui sont de qualité. Donc ça change tout par rapport à aujourd'hui. Et en même temps, il n'est pas question pour autant de s'enfermer dans ce territoire. Ce schéma nous esquisse un ouest qui serait plus que jamais connecté au bassin parisien, à Paris, à la grande métropole mondiale qu'est Paris, et ça reste bien entendu fondamental. Et à terme également, avec une nouvelle radiale qui va vers l'est, donc vers Lyon et vers vers Clermont-Ferrand-Lyon, enfin vous voyez, qui est à dessiner et qui ouvrirait elle aussi des perspectives de relations avec Bordeaux beaucoup plus rapides, et puis avec Lyon, ce qui également changerait beaucoup la réalité de ce territoire. Donc on voit bien là que dans les documents qui vont être étudiés, débattus, actés prochainement, se joue un avenir décisif à l'échelle peut-être de 30-50 ans. Et alors, j'allais dire, on n'est pas là pour nous, on est là pour le long terme, comme des gens l'ont été dans les années 60 lorsqu'il s'est agi de préparer le TGV ou l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. C'est 40 ans et on le sait. Parfois on s'en moque, mais moi je trouve ça ridicule. C'est les infrastructures, c'est du long terme, c'est du temps long, on le sait. Par contre, il faut prendre les positions maintenant, il faut avoir une vision de ces questions-là maintenant et acter et avoir un consensus politique fort au plan local pour porter ces projets. Parce qu'évidemment, la bataille vis-à-vis des autres territoires est pas gagnée. Voilà, donc c'est vraiment pour moi quelque chose de fondateur d'un avenir nouveau pour le territoire. C'est la fin d'un hypercentralisme parisien, qui au passage, à mon avis, est bien plus dévastateur pour l'environnement que le fait d'avoir un aéroport qui se développe et des liaisons ferroviaires qui se développent, tout concentré sur Paris en termes de transport et de moyens logistiques et donc d'économie, c'est une catastrophe environnementale. Donc de cet équilibrage, on va dire, du territoire vers l'ouest, sans pour autant se couper de Paris, parce qu'on restera évidemment et heureusement proche de Paris avec une complémentarité très grande. Et quelque part, toute chose égale par ailleurs, on peut dire que c'est un petit peu la position qui, historiquement, au XVIe et XVIIIe siècle, avait permis à Nantes de se développer, c'est-à-dire une bonne liaison avec Paris via le fleuve, une ouverture sur le reste du monde forte. À l'époque, c'était les bateaux, mais là, demain, l'avion et les trains doivent nous permettre de jouer sur les deux tableaux, et ça peut être un atout exceptionnel. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le débat sur l'aéroport ce soir, il a été largement évoqué, chacun peut avoir son avis, ils sont tous respectables bien entendu. Moi j'ai toujours pensé qu'il le fallait, c'était une bonne chose, dans une perspective encore une fois de long terme, avec un phasage,
Mais il suffit de regarder la carte des territoires, la carte des populations pour se rendre compte que cet aéroport apportera un progrès, une rationalisation des temps, des transports. C'est aussi se situe dans une perspective de progrès technique à laquelle je crois. Je suis peut-être un peu old school de ce point de vue-là, mais je pense qu'on peut faire demain des avions plus légers. On prépare des kérosènes verts, y compris à Saint-Nazaire dans certains laboratoires, suivis de très près par Total et par Airbus. Donc on peut imaginer quand même que dans 30 ans, 50 ans, des avions beaucoup moins agressifs pour leur environnement voleront. Et je crois qu'il y a des tendances lourdes de migration de la population, de mondialisation, de démocratisation des voyages qui vont perdurer et qui feront que le transport aérien restera un facteur important de développement. Et j'ajoute, je voulais pas entrer dans la polémique, mais j'y vais un petit peu, tant pis. Mais j'entends souvent des gens qui dénoncent l'aéroport, le projet d'aéroport, au nom de la fin de l'avion, ou d'un autre modèle de développement, etc. Donc je leur dis, il faut à ce moment-là, il faut dire la même chose pour l'aéroport actuel, il faut dire la même chose aux usines Airbus, il faut dire la même chose pour le projet d'IRT Jules Verne qui est fortement porté par Airbus, j'y reviendrai tout à l'heure, qui prépare de nouveaux développements industriels, de nouveaux développements autour de ces moyens. On peut pas séquencer les choses comme ça. Voilà. Donc un grand chantier infrastructure qui encore une fois est de long terme, mais qui se joue aujourd'hui. Il faut déjà en avoir conscience. Le deuxième grand chantier qui se joue aujourd'hui et qui lui aussi aura un effet de long terme, c'est ce qu'on appelle le grand emprunt, c'est-à-dire les grands projets scientifiques et de recherche et de développement qui donc sont en cours de préparation. Vous savez qu'à Nantes, il y a un projet d'institut de recherche technique IRT Jules Verne, donc centré sur les nouveaux matériaux, les nouveaux process industriels, porté beaucoup par Airbus, STX, le chantier naval, mais aussi PSA, constructeur automobile. Donc on voit déjà des CN aussi pour les bateaux. Donc on voit déjà les grands donneurs d'ordre industriels de l'Ouest qui sont mobilisés là-dessus parce qu'ils ont compris que pour eux c'est stratégique. Aussi, autour, beaucoup d'entreprises moyennes, de laboratoires, l'école centrale, l'école des mines et bien d'autres, de centres de recherche du territoire. Donc c'est un très grand projet qui, s'il est accepté par le gouvernement dans le cadre de la procédure qui va s'ouvrir très prochainement, laisse entrevoir un budget de 800 millions d'euros sur 10 ans de recherche à financer. Des recherches qui doivent être portées par le souci du développement économique, donc avec des retombées aussi court terme que possible. On attend 4 à 5 000 emplois directement générés par ce projet, 1 millier de chercheurs et de personnel de recherche sur le campus qui serait développé autour du site de Bougner. Enfin, vous voyez un petit peu l'ampleur du dossier. Donc voilà, ça c'est un grand projet, mais vous savez qu'il y a aussi le projet d'institut hospitalo-universitaire santé, donc porté par le CHU de Nantes, le professeur Soulilou, également très grand projet dans le domaine de la médecine. Là aussi, des sommes considérables à mobiliser. Alors déjà, peu de villes, sans doute à part Lyon, bien sûr, et quelques autres, mais pas beaucoup, ont 2 projets de cette ampleur, de cette force-là, à présenter au gouvernement. On ne sait pas si elles seront retenues, mais le simple fait de les avoir et de s'être mobilisé pour les porter est déjà quelque chose d'important. Mais dans ce grand emprunt, moi, je me resitue à l'échelle de l'Ouest, parce que ça nous concerne aussi éminemment. Il y a un grand projet porté par Brest qui s'appelle l'Institut d'excellence sur les énergies décarbonées, donc les énergies marines, aussi bien l'éolien que les ressources de la mer elle-même, la biomasse. Il y a également un grand projet dans les technologies numériques porté par Rennes, autour de Rennes, Bicom, NIRT également. Il y a des laboratoires d'excellence qui sont largement interrégionaux également. Tous ces projets ont en fait une tête de pont, mais font travailler ou feraient travailler, s'ils voient le jour, des entreprises et des laboratoires de d'autres régions du territoire. Et ça, je ne sais pas quel sera le verdict au final, tous ne seront pas retenus, bien entendu. Pour autant, le simple fait de s'être mobilisé pour les étudier, les mettre en route, on peut l'espérer, va générer, quoi qu'il en soit, des projets, des développements de liens entre laboratoires, entre villes, entre entreprises et laboratoires. Et donc ça, c'est vraiment de la fermentation pour l'économie. Bien sûr, si c'est retenu, ça sera encore mieux. En tous les cas, je suis convaincu que va là se structurer un nouveau, là aussi, comme dans le domaine des infrastructures de transport, un nouveau paysage économique régional à l'échelle de l'Ouest, au centre duquel, sans que ça soit au-dessus, mais au centre duquel Nantes-Saint-Nazaire joueront un rôle très important. Et ça aura un effet d'entraînement, parce que des centaines de millions d'euros d'investis dans des recherches, ça a des effets sur l'emploi, sur le développement économique. Quoi qu'il en soit, je reviens sur ce qui s'est passé récemment ici dans ces mêmes locaux avec le colloque d'entraîne auquel certains d'entre vous ont participé. Il se joue en ce moment une partie très importante de ce point de vue-là. C'est-à-dire que il faut aboutir à un accord sur qui fait quoi, comment on présente les dossiers, quels sont les leaderships. Et ce qui serait le plus dramatique, c'est d'être pas capable de présenter
faute d'accord au niveau des grandes collectivités de l'Ouest, de projets crédibles au gouvernement qui va pas manquer, venus de Lyon, de Marseille, de Paris et d'autres villes, Bordeaux, Toulouse et bien d'autres, de projets qui, eux, auront une grande valeur. Donc cet accord à l'échelle de l'Ouest est fondamental, j'y reviendrai tout à l'heure, d'autant plus que cet ensemble pourrait être chapeauté par ce qui s'appellerait une initiative d'excellence, qui est une sorte de structure chapeau, elle-même dotée de moyens financiers, qui pourrait ajouter encore des moyens, l'objectif étant d'avoir dans tous ces domaines une visibilité à niveau mondial. Hein, donc vous voyez un petit peu les enjeux de ces batailles qui se mènent actuellement. Je rappelle que tout ça c'est pas des chiffres et des mots vains. Il y a déjà des pôles de compétitivité qui fonctionnent. Il y a eu récemment une étude de l'INSEE qui a été publiée, qui a montré qu'en Pays de la Loire-et-Bretagne, il y a 1000 PME qui participent à des projets divers et variés, des pôles de compétitivité. Donc ça fait déjà du monde, ça fait déjà de l'effet d'entraînement, ça fait déjà des logiques de filières d'excellence. Donc ça c'est déjà assez considérable. Et l'INSEE a noté que c'était particulièrement important dans l'Ouest par rapport à d'autres territoires. On retrouve là la bonne diffusion des PME sur le territoire, la bonne structuration et les vitalités des différents pôles de développement du territoire Ouest. Et je rappelle, en termes de retombées potentielles, l'exemple qui a été cité aussi récemment ici par Alain Mussière, je l'ai repris lors d'un débat qu'on avait organisé. Airbus et les sous-traitants de l'aéronautique sur Nantes-Saint-Nazaire, depuis quelques années, c'est 900 millions d'investissements. Avec le Technocampus, donc les collectivités locales, industrielles, etc. 900 millions d'euros d'investissement, vous imaginez déjà ce qui a été mobilisé sur ce territoire, avec les retombées que ça va avoir. Donc quand on y ajoute les projets potentiels qu'il y a de l'IRT Jules Verne et autres, DCNS, donc Direction des constructions navales, veut faire à Nantes un grand centre de recherche sur la construction navale, à Nantes et pas ailleurs, hein, pas à Brest, donc c'est quand même très important. Les chantiers d'Atlantique sont là. On sait bien qu'entre les deux, il y aura, enfin les chantiers d'Atlantique, pardonnez-moi, STX. On sait bien qu'entre les deux, il y a des ponts qui se développent, qui vont se développer. Donc on voit apparaître là de grands investissements et des effets importants. Et troisième grand match de ce présent, de cette urgence du long terme dans les grands dossiers à porter, c'est celui des éoliennes offshore. Alors on attendait pour les semaines passées l'annonce des champs d'éoliennes, leur localisation au large de la Bretagne et des Pays de la Loire. Je pense que c'était le remaniement gouvernemental qui a bloqué l'annonce. Donc on peut imaginer que la ministre chargée de ça, Nathalie Kokusou-Morisset, va l'annoncer prochainement. On ne sait pas ce qu'il en sera, mais en tous les cas, vous avez suivi un peu le dossier. Il y a 2 grands champs d'éoliennes potentiels au large de la Loire-Atlantique et de la Vendée. Un au large de Noirmoutier et de l'Île-Dieu, un autre au large du Croisic. Celui du Croisic semble plus de chances d'être retenu dans un premier temps. Celui de la Vendée faisait l'objet d'une opposition farouche de Philippe de Villiers. Est-ce que ça sera toujours le cas ou pas avec la nouvelle... Je ne sais rien, je suis pas dans le secret des dieux. Mais ce qui est certain, c'est que ces 2 champs d'éoliennes offshore potentiels, plus celui qui va être fait au large de la Bretagne, au large de Saint-Brieuc, c'est 5 à 8 milliards d'euros d'investissement dans les 10 ans, dans les 10-15 ans. 5 à 8 milliards d'euros d'investissement cherchés sur le territoire. Où est-ce qu'il peut y avoir de telles sommes à mettre? Alors bien sûr, tout ne retombera pas dans l'économie locale, notons que ce sont des éoliennes très puissantes, largement fabriquées en Allemagne ou en Chine, les moteurs, etc. Mais pour autant, d'après les sociétés et les différents groupements qui travaillent sur le sujet, il y a quand même plus de la moitié qui peut être récupérée par l'économie locale, en BTP, en mécanique, en logistique, etc., etc. C'est donc des grands chantiers, porteurs non seulement d'énergie renouvelable, d'énergie nouvelle, mais tout simplement à court terme de grands travaux. Ouais, ça fait du bien à l'économie régionale. Voilà, donc voilà encore un combat sur lequel il y a en ce moment beaucoup de mobilisation et qui peut dessiner un nouveau paysage économique et ouvrir une nouvelle ère économique pour le territoire. Nantes-Saint-Nazaire présente un potentiel remarquable parce qu'il y a un port, un grand port, il y a des zones logistiques potentielles qui sont prêtes à aménager. Le port, j'imagine que son directeur vous en a parlé peut-être quand il est venu ici, est tout à fait prêt à installer une nouvelle zone logistique dédiée à cela. Il y a un grand industriel qui s'appelle STX qui peut faire des navires, qui peut faire qui peut, en tous les cas avec une capacité de traitement de la tôle très grand, comme le réclament les mâts d'éoliennes. Il y a tout un groupement d'entreprises qui s'est mobilisé autour, qui s'appelle Neopolia, qui réunit une centaine de PME, de tout métier lié à la navale, à l'aéronautique, mécanique, électronique, électricité, etc. Voilà, il y a des écoles qui travaillent aussi sur le sujet, des entreprises régionales, des grandes écoles. Ça peut aussi intéresser le pôle Jules Verne. Enfin bref, tout ça pour dire que
On a là, avec 2 champs d'expérimentation, un tissu industriel et logistique et une place logistique possible, puisqu'il faut bien sûr des bases pour la maintenance pour ces champs d'éoliennes, donc il faut être pas trop loin. On a un atout exceptionnel, croisons les doigts, espérons que ce sera reconnu au niveau nécessaire pour que les décisions soient prises. Voilà. Donc quand on fait la somme de ces trois grands dossiers, infrastructure, transport, grand emprunt, projet scientifique grand emprunt et éolienne offshore, on voit que finalement on est bien dans une période exceptionnelle où se décide, on va dire dans les 6 mois qui viennent, Notre-Dame-des-Landes le coup est parti, mais pour les autres dossiers, dans les 6 mois qui viennent, vont se décider des choses absolument capitales pour l'avenir. Je reviens pas sur l'effet d'entraînement, je rappelle simplement que ce territoire, Nantes-Saint-Nazaire, a toujours vécu avec des cycles de grands projets, de grands investissements publics qui sont venus régulièrement porter son développement. On peut remonter pour la création de Saint-Nazaire avec la création de la ligne transatlantique, les frères Perrer qui décident de faire leur chantier naval ici, à Saint-Nazaire, sur le site. Donc on est bien sur des décisions vues de loin, pour longtemps, qui ont toujours modelé ce territoire. Quand les Américains décident de faire la logistique à Saint-Nazaire en 1917, ils choisissent le site le plus facile d'accès, le plus direct, et ils font un formidable développement du port de Saint-Nazaire. Même chose à différentes époques, le terminal méthanier, les grands investissements thermiques, Cordemais, etc., dans l'énergie, terminal pétrolier. Tout ça fait qu'on a eu successivement l'arrivée du TGV, enfin je vais pas tous vous les citer, mais on voit bien le renouveau de l'université de Nantes à partir des années 60, le développement des grandes écoles dans les années 80, j'ai parlé tout à l'heure des investissements d'Airbus. Bref, c'est un grand territoire qui a besoin, comme tous les grands territoires, d'investissements publics, privés, massifs, lourds, long terme. Et on est à une nouvelle époque, on espère bien sûr que ça va pouvoir avancer dans ce domaine-là. L'essentiel peut-être étant, comme je l'ai dit, mais j'y reviendrai, la structuration de ce grand territoire ouest, au sein duquel la métropole Nantes-Saint-Nazaire doit pouvoir jouer un rôle important. J'ajoute dans ces d'autres urgences du long terme des choses qui dépendent plus du local, du territoire local, de ses décideurs, de ses élus, de ses habitants. J'en ai cité 2, je vous apprendrai rien à la matière, mais qui sont pour moi essentiels pour tenir le long terme là aussi. C'est la préservation de la biodiversité. Alors c'est un mot qui était à la mode, puis qui était un petit peu tombé aux oubliettes et qui revient. Là, il y a eu récemment un accord mondial sur le sujet qui a été signé, qui est très important. Moi, je pense que pour mieux préserver l'homme, il faut commencer par la nature, les animaux, même s'il faut aussi s'occuper des hommes, bien sûr. Mais pour autant, tout ce qu'on fait pour la nature et la biodiversité, c'est aussi pour l'homme. C'est pas simplement les petits animaux. Tout ça pour dire que la préservation de la biodiversité, elle passe ici pour beaucoup par la restauration de l'estuaire. Il y a un grand programme qui est prévu piloté, porté, étudié par le GIP Loire-Estuaire, groupement d'intérêt public qui réunit toutes les instances du port, des collectivités locales et de l'État, l'agence Loire-Bretagne également. C'est un chantier long terme là aussi, il faut avancer, il faut le faire, ça coûtera de l'argent, mais c'est préserver, c'est restaurer l'hydrologie de l'estuaire, c'est préserver les zones humides qui sont des trésors de biodiversité, qui sont des piles à combustion de la nature. C'est des endroits où la diversité biologique se nourrit, se régénère, où les jeunes poissons viennent se nourrir pour ensuite être pêchés dans le golfe de Gascogne, etc., etc. C'est tout un cycle, toute une chaîne qui est pas simplement un enjeu pour le territoire en termes de qualité de vie, qualité des sites, mais qui est un vrai enjeu écologique majeur sur lequel une grande ville comme Nantes et une grande métropole comme Nantes-Saint-Nazaire ne peuvent pas faire l'impasse. Au contraire, je pense qu'en s'attaquant à ce chantier-là de l'hydrologie de l'estuaire, qui consiste en fait à revenir sur une forme qui avait été sans doute altérée par l'aménagement conçu seulement pour le port. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est redonner à l'estuaire une respiration, une capacité à ralentir le flot montant et descendant, lui permettre de mieux respirer sur les zones immergeables. Donc bref, tout ça pour dire que en revenant dans cette certaine forme de l'estuaire, sans pour autant empêcher les navires de remonter à Nantes, bien sûr, on reviendrait quand même à un équilibre plus fort de cet estuaire, et c'est un enjeu très très important. Là encore, projetons-nous dans le long terme, imaginons même dans un siècle, pourquoi pas. On peut penser que les énergies carbonées auront largement vécu, en tous les cas le gaz et le pétrole probablement, le charbon sans doute pas, mais voilà. Donc l'estuaire, qui est aujourd'hui une grande bouche d'industrie, de l'énergie industrielle française, enfin de l'énergie tout court, et en particulier des énergies carbonées, dans un siècle ne sera plus le même. Et ce temps long qui a été celui de l'aménagement de l'estuaire auquel aujourd'hui on réfléchit, c'était celui des ingénieurs du début du 19e siècle qui avaient pensé, à travers une école développée par un ingénieur qui s'appelait Léchalat, toute une pensée d'aménagement de l'estuaire qui a été décidée par des grandes lois début du 19e et mise en œuvre tout au long du 20e siècle, par étapes successives là aussi. Voilà, donc là encore, faut se projeter pour voir.
Et le deuxième urgence, ce que j'appelle l'urgence du long terme, qui est là aussi fondamentale pour notre développement, notre qualité de vie, mais donc notre développement économique, c'est la maîtrise de la forme de la ville. Donc c'est la question de l'urbanisme, de l'étalement urbain qu'il faut essayer de juguler, de stopper, en tous les cas de l'organiser à minima. Développer fortement le maillage des liaisons internes alternatives à la voiture entre les différents pôles de la ville. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une coordination des SCOT, voire un SCOT unique, mais en tous les cas au moins une doctrine d'aménagement forte et respectée par toutes les intercommunalités. Donc là, il faut vraiment qu'il y ait un travail de fait qui est fondamental pour préserver les ressources et améliorer le fonctionnement de ce territoire. Faut savoir que tous les ans sur la Loire-Atlantique, il y a 900 hectares de consommés en urbanisation liés à l'habitat, 700 pour l'habitat et 200 pour les zones d'activité et les équipements. C'est donc un aéroport Notre-Dame-des-Landes par an dans le plus grand silence, assourdissant. Tout le monde s'en fout. J'exagère peut-être, mais en tous les cas, il y a une consommation de territoire très importante qui n'inquiète pas beaucoup, alors qu'on s'inquiète beaucoup des terres que Notre-Dame-des-Landes va occuper. Donc il y a là une consommation de territoire qui pourrait certainement être vue, et pour le long terme de la ville, c'est important de s'en préoccuper. C'est donc la question de l'urbanisme, des projets urbains, d'un urbanisme fort, de polariser le développement sur les sites existants, les reconstruire sur eux-mêmes avant de les étendre, etc. Cette question-là, elle est aussi beaucoup liée à l'architecture. Il y a une architecture de qualité qui peut être développée, qui peut permettre de résoudre beaucoup des questions de l'habitat individuel auquel tout le monde aspire dans des formes qui soient pas forcément celles du lotissement avec des grands jardins. On peut trouver des mixités et des compromis. En tous les cas, il y a aujourd'hui une génération d'architectes à Nantes de grande qualité qui mérite d'être soutenue, qui peut trouver là certainement un terrain d'expression. Et puis je le redis, ça c'est des choses que vous étudiez très souvent, que vous connaissez bien, les questions des transports alternatifs à la voiture, des liaisons internes à l'agglomération, entre les différents sites de l'agglomération, différents sites du territoire Nantes-Saint-Nazaire. Tout ça doit être développé au maximum pour faire en sorte que ce territoire ne soit pas asphyxié par son propre développement. C'est aussi la question de développement de circuits courts pour l'alimentation, etc. En gros, la nature et l'agriculture qui sont à nos portes ne doivent plus être des réserves d'urbanisation future, mais plutôt des limites nourricières pour la ville. C'est un peu comme ça qu'il faut essayer d'imaginer les choses pour penser le futur de ce territoire. Voilà. Donc voilà un petit peu les questions du long terme qui se jouent aujourd'hui dans les grands projets ou dans les choses plus locales. Donc je ne reviens pas sur ces aspects-là. Quand on parle aujourd'hui d'économie et de territoire, enfin d'économie tout court, je considère que plus que jamais ce territoire, Nantes-Saint-Nazaire, ce grand territoire, est notre meilleur atout. Et que le fait de le comprendre, d'essayer de les réfléchir, de le connaître, d'en débattre bien sûr, parce qu'il n'y a pas de vérité absolue, et de placer les efforts là où ils doivent l'être, dans la mesure du possible, c'est vraiment notre meilleure chance, parce que on le constate, nous en tant que journalistes, on le voit vraiment, on le mesure bien, on se développe pas nulle part, quoi. L'économie, elle est faite d'individus qui prennent des décisions parce qu'ils sont quelque part et qui s'y sentent bien, plus ou moins bien, et qu'ils ont envie d'y rester ou d'y venir. C'est fondamental dans le ressort économique. Donc ce grand territoire que vous avez sous les yeux, c'est une photo aérienne qui avait été faite pour l'exposition Nantes-Saint-Nazaire Petite Planète, photo un peu montée par l'agence d'urbanisme de Nantes, de l'agglomération nantaise. C'est une fausse perspective, mais elle dit bien, au fond, vous arrivez de Paris en avion, vous allez survoler Nantes, que vous voyez au milieu, puis vous avez l'estuaire derrière avec le littoral. Donc ce grand territoire est vraiment notre principale chance dans un monde où la mobilité des capitaux, la mobilité des actifs, vous le savez bien, est très importante. La compétition entre les villes, au niveau européen ou mondial, entre les entreprises, comme je le disais, oblige finalement à avoir un aimant fort qui est celui du lien avec le territoire. Dans ce monde, il faut aussi en avoir conscience, qui est quand même en pleine évolution au plan économique. Vous avez vu récemment, avec la crise financière puis la crise économique, comment ce grand basculement de l'économie vers l'Asie que l'on pressentait mais qui s'accélère. On voit bien comment, selon la façon dont nous nous comporterons, on pourra en bénéficier ou au contraire en être victime. Je cite quand même quelques informations, quelques éléments récents qui, il y a 10 ans, auraient paru tout à fait impensables. STX, le chantier naval nazérien historique et coréen, quand même, c'est quand même quelque chose d'impensable. Il y a 10 ans, personne n'y aurait cru.
ArcelorMittal, ex-Carnot-Bassindre, grande entreprise également de Couëron, historique, très importante pour l'estuaire. C'est la propriété de la famille Mittal, famille indienne, hein, donc voilà, donc par le jeu des rachats successifs, mais on est bien là dans les réalités aujourd'hui fondamentales. On a sous nos yeux des exemples de cette mondialisation, de cette bascule vers l'Asie. Récemment, vous avez vu que c'était un Chinois qui s'intéressait à la biscuiterie nantaise, à la BN. Bon, certes, qui depuis longtemps ne passe de fonds de pension en fonds de pension, donc la messe est dite. Mais quand même, symboliquement, que ce soit désormais un Chinois qui soit en passe de la racheter, je dis pas ça pour m'en inquiéter. Je dis simplement c'est une réalité. Il faut avoir ça en tête, la remesurer et voir comment on fait face à cela. Donc face dans cette économie monde qui bouge et qui bascule, je pense qu'on a la chance d'avoir, quand on regarde cela et quand on regarde la photo que je montrais tout à l'heure en introduction, on a la chance finalement d'avoir une situation quand même que je qualifie de sans équivalent sur la façade atlantique, parce qu'elle nous permet, elle nous donne beaucoup d'atouts. Alors je rappelle, hein, sur ce territoire, ce grand territoire, il y a 1 million d'habitants, hein, certes pas dans une densité urbaine forte, mais il y a quand même 1 million d'habitants. Récemment, je lisais je crois dans Le Monde que Juppé donnait comme objectif à Bordeaux d'être millionnaire dans 20 ans ou dans 10 ans, je sais plus. Enfin, en tous les cas, Bordeaux en a rêvé, Nantes-Saint-Nazaire l'a fait, si je peux un peu résumer lapidairement les choses. Mais il y a quand même 1 million d'habitants ici dans une forme organisée. Ça pèse, quoi. Hein, c'est pas rien. C'est en tous les cas, à l'échelle de ce grand territoire atlantique, ça compte. C'est rien à l'échelle du monde par rapport à beaucoup de villes, mais ici, c'est un certain poids. Comme je le disais, la grande chance de ce territoire, c'est d'être à la fois sur l'Atlantique et fortement connecté au bassin parisien. Ça a toujours été son grand atout, et ça doit bien sûr perdurer. On voit bien comment, au niveau mondial, la migration des populations vers le littoral, vers les fleuves, se produit partout, et donc on sait bien que nous, Nantes-Saint-Nazaire, en bénéficie particulièrement. On voit bien au niveau local comment le retour sur l'eau bénéficie aux villes, grandes ou petites, hein, aussi bien Nantes ou Saint-Nazaire que Couëron ou le Pèlerin ou Indre ont toutes fait des travaux au bord de Loire qui leur ont permis de retrouver des cheminements, de l'aménité et de la qualité de vie perdue au fil des années, parfois pour d'autres logiques de développement. Donc le plaisir d'être au bord de l'eau est très très important. Ce grand site qui a toujours été un lieu d'investissement, je l'ai dit tout à l'heure. Et au fond, quand on regarde ce territoire, on peut penser que finalement Nantes-Saint-Nazaire, à cette échelle-là, est un peu une ville du XXIe siècle qui s'ignore. C'est-à-dire que c'est une ville du XXIe siècle, c'est une ville qui agrège des territoires urbanisés, plus ou moins de façon plus ou moins dense, des territoires agricoles, des territoires naturels. Tout cela fonctionnant tout cela étant en interdépendance, évidemment, avec des déplacements d'habitants, des activités qui sont reliées, qui font bien sûr un système urbain. Et que c'est ça une grande ville aujourd'hui, quoi. Une grande ville aujourd'hui, c'est ça. C'est pas simplement ce qu'on a souvent en tête, c'est-à-dire la ville dense et minérale que l'on connaît bien. Et donc ce territoire-là existe. Il faut maintenant, évidemment s'en occuper. J'oubliais bien entendu les grandes activités économiques, industrielles et tertiaires de ces sites en complément, indépendants et multipolarisés. La chance de ce territoire, c'est qu'il est faiblement dense. C'est le fait d'avoir 40 000 hectares à la louche de zones humides qui lui permettent de respirer, d'éviter d'avoir un jour une conurbation complète de Nantes à Saint-Nazaire. Ça ne sera jamais le cas, sauf à remblayer ce qu'on n'imagine pas, enfin à échelle humaine. On n'espère pas en tous les cas. Donc ça veut dire que ce territoire continuera de respirer quoi qu'il arrive et d'avoir de l'espace. Et ça, c'est très bien. Et je le disais tout à l'heure, une grande qualité écologique. Donc au fond, on a là ce que doit être une ville du XXIe siècle, ce que doit être le développement durable dans sa dimension locale, c'est-à-dire au fond un territoire suffisamment vaste pour que toutes les composantes soient présentes, que leurs contradictions soient à gérer, parce que tout ça ne fonctionne pas facilement entre le port et l'industrie et la nature. On sait bien qu'il y a des conflits, il y a des tensions, des contradictions, donc il faut se coltiner avec cette réalité-là aujourd'hui. C'est ça le grand changement par rapport aux années 50-60, où au fond on était dans une vision mono-activité, on n'avait pas de notion de limite des ressources et de limite du territoire, donc on pouvait urbaniser, on pouvait installer tous les types d'équipements qu'on voulait, on s'en inquiétait pas. On sait bien aujourd'hui que ce territoire à la fois est grand mais limité, il est fragile. C'était le thème de l'exposition Nantes-Saint-Nazaire Petite Planète. On avait dit Petite Planète reflet de la grande. Ça voulait dire ça. Ça voulait dire à la fois
un morceau de la planète par sa diversité, sa complexité, mais en même temps un petit morceau qui permet d'agir. C'est-à-dire que là, on a, si on s'en occupe, si on le décide, possibilité de faire du développement durable à la bonne échelle, c'est-à-dire trouver les équilibres et les actions qui permettent de préserver les principales fonctions de ce territoire, sans en sacrifier une à l'autre. Et surtout, en ayant toujours en tête le fait de préserver les ressources pour dans une vision longue du temps. Voilà. Et ce territoire, comme je disais, sa chance, c'est vraiment d'être à l'interface, plutôt à l'épicentre d'un grand territoire ouest. Je vais aller chercher la carte que je voulais vous montrer de ce point de vue-là. Voilà. Ce grand territoire ouest, alors, mes cartes, je les ai piquées aux différents documents d'urbanisme. Je les cite pas tous, mais elles viennent souvent des agences d'urbanisme ou de différents documents de l'INSEE ou autres. Là, c'est Laurent, en l'occurrence. Et l'Audiard également de Rennes. Voilà. On est aussi à l'épicentre d'un grand territoire fait de villes, de pays, de zones de développement extrêmement dynamiques et bien organisées, de foyers locaux de développement, dans lequel on peut aussi bien mettre le Choletais que Rennes, bien sûr, que Vannes, Saint-Nazaire, vous voyez la côte vendéenne. Là, c'est la population, mais finalement l'économie, elle est un peu quand même dans cette configuration-là aussi. Donc on a là un maillage de territoires, de villes et de pays, un réseau finalement. On parle beaucoup de réseau aujourd'hui comme étant une figure obligée du développement, mais là on l'a déjà nous, c'est ça notre atout, qui permettent à Nantes-Saint-Nazaire de récupérer l'énergie de tous ces territoires-là et de reverser vers eux du développement. C'est un système qui va dans les deux sens, qui fonctionne bien. On a la chance de ne pas avoir une métropole asséchante, qui capte tout, mais plutôt qui diffuse et qui reçoit. Encore une fois, la Vendée, le Choletais ou le pays d'Ancenis ou le pays de Retz sont des territoires d'entreprise exceptionnels que moi je situe dans l'orbite nantaise. Et à chaque fois, au fond, on a cette histoire qui me frappe toujours beaucoup. Au fond, on a des dirigeants qui dirigent ces entreprises et qui considèrent qu'ils sont là, ils sont pas des actionnaires lointains qui prennent des décisions de fermer un site parce que ça les arrange pour faire plus de bénéfices ou parce que le cours de bourse baisse, mais qui sont là pour se battre pour leur emploi, pour le développement. Et je cite des exemples que vous connaissez bien comme Beneteau, Fleury-Michon ou Manitou ou Porte Bellem. Ce sont des entreprises qui se développent sur des marchés français, européens, mondiaux, avec des dirigeants qui ont le sens des responsabilités de leur développement parce qu'ils sont quelque part. Mais on parle beaucoup de la Vendée, mais il y en a d'autres, il y en a à Nantes, il y en a d'autres ailleurs, mais le Vendée sont effectivement tout à fait exceptionnels. Voilà, ça je pense que cette chance-là, cette force-là, elle est très grande et elle doit être absolument préservée. Donc, on parlait ce socle Nantes-Saint-Nazaire que je viens d'évoquer rapidement, il est beaucoup question aujourd'hui d'alliance, en particulier d'alliance avec Rennes. Moi, je dis bien sûr, il faut s'allier avec Rennes, en premier lieu, bien sûr, mais pas seulement, quoi. C'est évident. On va pas passer d'une vision caricaturale d'un Nantes autocentré ou d'un Nantes Saint-Nazaire définitif à un Nantes-Rennes qui deviendrait la nouvelle religion. Je crois que vraiment, il faut garder une échelle des territoires, et là, je partage vraiment la position de Jean Renard qu'il a exprimée au sein de ce conseil. Il y a une hiérarchie des villes dont il faut tenir compte. J'avais trouvé une carte qui permettait de le mesurer à peu près. Voilà, elle est pas très bonne, mais vous voyez, il y a une tache rouge, c'est la Loire-Atlantique, mais en fait, c'est quand même les départements, c'est les territoires le plus urbanisés que d'autres à l'échelle européenne. C'est une carte de Eurostat. Vous voyez, il y a une tache sur Bordeaux, une tache sur Nantes, une tache sur Toulouse. On voit bien là, à l'échelle européenne, qu'il y a une ville qui ressort, c'est Nantes-Saint-Nazaire. C'est Nantes, c'est la Loire-Atlantique, quoi. Donc là, il faut quand même avoir ça en tête. C'est pas pour faire des rotomontades, c'est pas pour penser qu'on est plus fort que les autres. C'est simplement, il faut l'avoir aussi en tête, quoi. On va pas s'excuser d'être non plus à cette dimension-là. Faut pas s'y complaire, plutôt y voir une responsabilité. Moi, je dirais, il faut animer un réseau de villes et de territoires, chacun ayant un ou des leaderships reconnus, car fondés sur des réalités et non des affirmations. Et c'est bien la complémentarité et l'interprétation de ces territoires qui va former un ensemble plus fort. J'ai lu récemment un article de Pierre Vels dans un hors-série du Monde sur Où va la France, qui parlait des régions métropoles, qui disait au fond le système économique, qui disait, je le cite, nous vivons dans une société hyper industrielle, le bon binôme ce sont aujourd'hui les métropoles puissantes dans des régions plus structurées. Les territoires sont de fait des matrices essentielles de la nouvelle économie de l'innovation qui suppose contact et échange. Donc voilà, donc ça voulait dire que
Au fond, c'est avec j'ai retrouvé ma carte. C'est au sein de cette dimension-là qu'il faut se relier selon les projets, selon les circonstances. Et la chance de Nantes-Saint-Nazaire, c'est d'avoir la principale densité urbaine et à l'articulation de plusieurs territoires possibles. L'ouverture sur l'Atlantique, c'est une position privilégiée, mais dont il ne faut pas se satisfaire, bien sûr, quoi. Donc Nantes-Rennes, oui, bien sûr, ne serait-ce que pour mettre fin à une rivalité stérile, même si ne nous voilons pas la face, il y aura toujours une compétition entre les deux villes, et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est aussi cette émulation, cette tension qui crée aussi du développement. Je pense que si les deux villes n'avaient pas été en concurrence, elles ne se seraient pas toutes les deux aussi bien développées, paradoxalement. Tant mieux. Donc il faut à la fois garder cette concurrence, garder leur statut de capitale régionale, enfin moi je plaide beaucoup pour ça, et en même temps les faire se reconnaître et travailler ensemble dès lors qu'il faut passer à des échelles supérieures, comme c'est le cas en ce moment dans le Grand Emprunt. Mais pas seulement, hein, encore une fois, il y a un triangle Nantes-Angers-Rennes qui est très fort, qui doit exister. Il y a un lien littoral vers Vannes et vers la Vendée. Regardez, il y a un axe démographique Saint-Malo, Rennes, Nantes, Vendée, Nantes-Saint-Nazaire. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas d'articulations possibles. Il y a un couloir ligérien toujours, Nantes-Angers-Le Mans qui existe toujours, donc qu'il faut surtout pas oublier. Et voilà. Et je voudrais dire que en l'occurrence entre Nantes et Rennes, le travail qui se fait actuellement me semble assez exemplaire. Hein. Je pense que ce qui s'est dit l'autre jour, notamment dans le cadre de la préparation du Grand Emprunt, est tout à fait fondamental. C'est-à-dire qu'au fond, Nantes a dit, par la voix de son maire, Jean-Marc Ayrault, a dit si Rennes veut le leadership sur l'initiative d'excellence, pourquoi pas, on est d'accord, parce qu'ils ont la masse critique avec l'université Rennes 1, on le reconnaît, on va pas se battre là-dessus. À eux, par contre, d'être fédérateurs et de vraiment entraîner tout le monde. Hein, c'est aussi le deal qu'il faut passer. Avec Brest, même chose. Nantes a été voir Brest, a dit ok, l'énergie marine c'est toi, la position de Brest, sa force, les investissements existants, etc. C'est donc là que va être le pôle de recherche des énergies marines, même si Saint-Nazaire et Nantes ont des positions très fortes à faire valoir, et elles le seront prises en compte. Voilà, vous voyez, donc s'articule comme ça, et là je trouve que c'est bien un rôle d'animation de ce territoire et de leadership intelligent. Reconnu à tel ou tel selon les réalités et non pas selon des pétitions de principe, qui est en train de s'esquisser. On croise les doigts pour que ça dure, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Mais en tous les cas, je pense que c'est fondamental, et on peut dire merci au Grand Emprunt d'avoir forcé, parce que l'échelle est haute, parce qu'il faut aller à l'échelle mondiale, il faut être compétitif dans une sélection qui va en garder 5 sur 20. On n'a pas le droit de continuer à se payer de mots et à se faire plaisir. Il faut être vraiment dans des réalités intangibles. Et bien là, on a franchi un cap, je pense, dans les têtes. Et j'espère que il y aura un retour sur ces questions-là. Voilà. Donc, je pense que que cette situation nantaise permet toutes les articulations possibles selon les projets, et c'est ça sa grande force, quoi. Et que dans ce monde hyper industriel qu'évoque Pierre Vels, il n'y a pas de place pour les fiefs, les clochers ou des régions qui se prendraient pour des États, voire des nations. Suivez mon regard. Voilà. Donc je pense que enfin, en tant que journaliste observateur modeste à ma place, je suis pas un universitaire, mais j'ai une conviction profonde, c'est que la géographie précède l'histoire. C'est-à-dire que finalement l'histoire y compte. Bien sûr, les hommes, leur passion, leur capacité, leurs interactions, ça va de soi, mais pour autant on revient toujours à cette matrice géographique, quoi. Voilà. Et là, on en a l'exemple là, et que nous on a une chance énorme, une souplesse, une imbrication des différentes échelles selon la question abordée, et il faut surtout la préserver. Quand on parle d'identité nantaise, il faut la garder dans toute sa pluralité, dans toute son ouverture, telle qu'elle est, quoi. Il faut refuser tous les débats sur la taille critique, c'est ce qu'on a parfois, parce qu'il n'y a pas de taille critique, il n'y a pas de taille pertinente en tout. Il y a eu récemment un excellent article de Yves Morvan dans Place Publique, la Bretagne a-t-elle la taille européenne? Mauvaise question et fausse solution. C'était tout à fait bien dit. C'est un Breton qui le disait à ses pairs, en disant ce qui compte c'est les compétences, c'est les budgets, c'est ce qu'on fait, c'est pas la taille, quoi. Voilà. Il y a des régions allemandes plus petites qui sont très performantes. Il y a des grands landers également. Et puis je vous invite à lire ou relire ce qu'ont écrit à différentes époques Ange Guépin sur Nantes, André Siegfried, Vidal de la Blache, mais aussi Abel Durand, dont on parle plus beaucoup, mais qui a écrit un livre intéressant. Alain Chauvet, Jean Renard, qui est ici, que je salue, parce qu'il a écrit des choses très intéressantes et très pertinentes sur cette singularité nantaise dans ce territoire. Donc je pense que là, il faut vraiment se garder de tout enfermement et de tout simplisme sur cette question des territoires.
J'ai quand même la conviction que Nantes est née à la croisée d'un port et d'un pont, au cœur d'un réseau hydraulique exceptionnel qui lui a donné sa forme et sa force, son identité souple et ouverte. Elle s'est développée grâce à son lien et sa bonne distance avec Paris, son ouverture sur l'océan, au milieu d'un maillage de villes et de territoires qu'elle a longtemps ignoré ou méprisé, mais avec lequel elle forme aujourd'hui ouvertement un système urbain et économique remarquable. Et c'est vraiment cette structuration de Nantes-Saint-Nazaire à cette grande échelle qui est le grand enjeu actuel de tout ce qui se passe. Et j'affirme également que l'attractivité de ce territoire est une chance. Je fais pas partie de ceux qui se plaignent de la population qui augmente, du développement économique. C'est même étonnant d'avoir à la rappeler, mais pourtant c'est vrai. D'abord, rappelons tout simplement que la démographie, ça se décrète pas, hein. Sauf peut-être en Chine, mais en tous les cas, c'est le fruit de décisions d'avoir ou non des enfants ou d'habiter là ou là. Enfin bref, c'est quand même des choix individuels d'abord, et heureusement et merci. Donc au fond, on a bien sûr une influence sur la population, mais quand même, on va pas empêcher les gens de venir s'ils le veulent. Et je pense que c'est tant mieux. Cette démographie, cette attractivité, elle a un atout exceptionnel, c'est de permettre d'attirer et de conserver les talents, les savoir-faire créateurs de richesse. Ça encore, on le voit tout le temps, tous les jours. Il se trouve qu'API organise avec le CCO les trophées de territoire innovation au Pays de la Loire. On a donc un œil sur les entreprises qui concourent ou acteurs publics qui concourent pour faire valoir leurs innovations. Je vais en citer deux qu'on va honorer lundi prochain. Vous êtes invités cordialement à venir à la Cité des Congrès le 22 au soir. On en parlera notamment. Deux exemples qui nous ont beaucoup frappés dans les lauréats de cette année. ACB, vieille entreprise nantaise non connue à Nantes, mais qui est une jeune entreprise puisqu'elle a été recréée il y a quelques années par Philippe Guillon, ancien directeur général de l'ex-ACB issu du groupe Alstom, démantelé à l'époque et qui avait tiré un trait sur ses activités mécaniques, alors que c'était une très belle entreprise nantaise, issue elle-même des ateliers Chantier Bretagne, grand chantier naval de l'époque. Et ce que fait Philippe Guillon et son équipe aujourd'hui, à une échelle plus modeste, mais ils sont déjà rendus à un très beau niveau de développement, c'est remarquable. Dans les technologies du soudage, dans les technologies mécaniques. Ils travaillent pour les plus grands constructeurs aéronautiques, pour les futurs avions de chasse américains. Ils sont vraiment dans un niveau mondial dans leur technologie, ils se développent. Pourquoi ? Parce que cet homme, Philippe Guillon, il a refusé la fatalité au fond, et d'autres avec lui, mais il a dit, moi je peux pas accepter qu'Alstom ferme ce site. Je crois à ces outils, je crois à ce savoir-faire, je crois qu'il y a des marchés encore à occuper, et on y va. Il a trouvé des soutiens financiers régionaux et il s'est développé, il le fait. Et un autre exemple, et quelque part, moi, je pense qu'il est le successeur aujourd'hui, bien sûr, dans un tout autre contexte, des deux fondateurs des ateliers de chantier de Bretagne de la fin du 19e, Henri Edmond Fouché et Eugène Guillet de la Brosse, qui avaient créé ce chantier en 1895, qui a été un grand chantier naval nantais et européen, qui à l'époque avait fait le navire le plus rapide du monde, un navire militaire. Voilà, et un autre exemple que je voudrais vous citer de ces gens qui ont du talent et qui créent de la richesse pour le territoire, qu'on connaît peu, mais je pense qu'on en reparlera dans les années qui viennent. C'est une société qui s'appelle WizTV, qui est à Carquefou et qui développe des applications informatiques pour relier la télévision et Internet. Je vous passe les détails, mais ils sont en contact avec les plus grands de ce domaine-là. Google TV d'un côté, Toshiba, Samsung de l'autre, France Télévisions, Canal+, etc. Ils ont développé une norme qui est reconnue pour la future TNT. Et ils vont faire que demain, les chaînes de télévision et les téléviseurs permettront de passer sans rupture entre le monde de la télévision et le monde de l'Internet. Donc c'est une révolution qui se prépare. C'est une convergence de deux médias de masse. Et ils en sont à des acteurs mondiaux. Et c'est quoi WizTV ? C'est deux personnes qui un jour se sont dit on veut y aller, on y croit. C'est Jean-Noël Gadreau et Éric Bibolet qui ont cru à leur projet, qui ont trouvé là aussi des soutiens de sociétés locales, de financiers. Et puis ensuite, ils ont trouvé un soutien financier de SFR Développement, mais ils sont restés nantais. Ils sont à 50, ils vont être à 100 l'année prochaine salariés. Et ils sont sur des enjeux mondiaux. Voilà, donc on est bien là sur un territoire qui crée, qui attire, et je pourrais citer beaucoup d'autres exemples d'entreprises nées de cette envie de vivre et de se développer ici. Et d'ailleurs, j'ai rencontré récemment les actionnaires SFR Développement. Ils nous ont dit, quand on a racheté cette entreprise, on s'est dit, il faut surtout la garder ici. C'est ici qu'est son cœur de développement, son foyer. C'est ici qu'elle trouve des ressources de grandes écoles d'ingénieurs, que les gens vivent, ils sont contents. Si pour des raisons financières, on déménageait cette activité à Puteaux ou je sais pas où, enfin dans un centre de tertiaire de la banlieue parisienne, on tuerait cette entreprise. Et ils ont bien raison. Donc leur intelligence a été de préserver cet aspect nantais. Ce qui ne veut pas dire fermer sur soi, au contraire, puisqu'ils sont en contact avec le monde.
Et je crois qu'il y a vraiment beaucoup d'autres exemples, particulièrement à Nantes, d'entreprises développées parce que les gens s'y sentent bien, se sentent bien sur ce territoire, se sentent en phase avec la culture ambiante, trouvent les ressources nécessaires, hein, parce qu'il faut quand même des ressources d'ingénieurs, de capacités, de services de haut niveau, d'infrastructures de transport, etc. On ne peut pas se développer non plus partout à ce niveau-là. Il y a d'autres exemples d'entreprises, on a parlé des entreprises vendéennes tout à l'heure, mais on pourrait citer très bien Armor, SCE, qui est une très belle entreprise qui s'est beaucoup développée également à l'échelle mondiale, ou une entreprise plus ancienne, mais qui a aussi un très beau parcours, qui est ETPO. Voilà, donc à chaque fois, je pense qu'il y a quelque chose, un lien avec ce territoire, qui est lié à l'attractivité et à l'envie d'y vivre. La diversité culturelle liée à l'attractivité sociale, le moindre vieillissement, je m'attarde pas, c'est une évidence. Hein, plus il y a d'habitants, plus il y a de jeunes, plus il y a de diversité sociale. Voilà. Et puis on parle aussi souvent beaucoup d'économie résidentielle, et je crois qu'on fait pas mal de contresens sur cette affaire d'économie résidentielle qu'a développé en particulier Laurent Davzy, un économiste. On pense que c'est l'économie des bobos, des touristes ou je sais pas quoi. C'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est surtout le fait que l'économie est largement dépendante d'emplois liés à des activités de proximité, de services, de commerce, de services à la personne, aussi bien du médecin, du coiffeur que de tout type d'emplois, qui sont des emplois souvent en plus peu qualifiés, nécessaires dans un territoire. Donc le fait d'avoir des habitants crée une économie résidentielle, le fait de faire venir des touristes, de retenir ces habitants ou d'avoir, quand les gens partent en vacances, d'autres qui les remplacent, crée une économie résidentielle qui n'est pas la panacée, mais qui est fondamentale dans l'armature économique d'un territoire. L'économie d'un territoire, c'est vraiment ce qu'a très bien montré Davzy, c'est ce sont les revenus qu'elle capte, plus que ce qu'elle produit, parce que se dire au fond on a Airbus, on a tant mieux, hein, on a EDF, Accord de Mer, on a etc. C'est très bien, c'est la production, c'est essentiel, mais au fond, ce qui fait la richesse du territoire, c'est les revenus que ces entreprises captent et font dépenser sur ce territoire. Et donc là, l'économie résidentielle était absolument fondamentale. Donc se soucier de cette économie résidentielle, ce n'est pas privilégier une classe sociale, au contraire, c'est chercher la diversité et permettre d'avoir des emplois pour tous. Et d'ailleurs, les territoires qui ont un déficit dans ce domaine-là, c'est ce qu'avait très bien montré Davzy, c'était le territoire en particulier l'Île-de-France, champion du monde de la productivité et de la production en termes de PIB, mais avec des poches de pauvreté terribles, à côté des plus grands sièges sociaux d'entreprises mondiales. Pourquoi ? Parce que les cadres supérieurs et tout ça, dès qu'ils peuvent, ils quittent ce territoire, ils vont vivre loin, le week-end, en vacances, même au quotidien. Et finalement, il manque sur ce territoire une dépense locale qui permet de fixer des activités nécessaires pour faire vivre la population dans toutes les composantes de la société. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire, c'était que cette économie résidentielle, en plus, on a la chance d'avoir un territoire attractif, donc un facteur de développement important. Je crois que l'étude de Davzy qui avait été faite pour la conférence métropolitaine Nantes-Saint-Nazaire avait montré, de mémoire, hein, presque la moitié des emplois étaient liés à cette activité-là, à ce type d'activité. Donc le tourisme, hein, bien sûr, j'y reviens pas, un moteur économique de premier rang, très important. Et dernier mot sur cette économie résidentielle, c'est le fait que c'est un capital et non une rente, comme l'a dit Davzy, c'est-à-dire que si on préserve pas le territoire, et là on revient à la question de l'urbanisme et de la biodiversité, si on préserve pas le territoire, on dilapide ce capital. C'est ce qui s'est passé en particulier dans le sud de la France, hein, la Côte d'Azur en particulier, où on a consommé beaucoup de territoire, on a laissé le prix de l'immobilier exploser, ce qui fait que les gens peuvent plus, les salariés dont les entreprises ont besoin ne peuvent plus habiter quasiment dans ces territoires ou décident de plus y aller, tellement c'est cher, tellement c'est compliqué d'y vivre, etc. quoi. Voilà, donc ça doit rester, donc on revient bien à cette notion d'équilibre. Voilà. Donc ce territoire, quand je dis que c'est notre principale chance, c'est aussi parce que nous sommes très bien placés dans les domaines clés de l'économie du futur. Je ne vais pas y revenir, hein, les énergies renouvelables, avec ces projets dans les éoliennes offshore, mais aussi dans la biomasse. Hein, il y a des laboratoires très intéressants, très importants sur Nantes-Saint-Nazaire. Dans l'énergie solaire, il y a aussi des projets très importants. Une entreprise comme Armor développe des nouvelles technologies qui sont extrêmement prometteuses. Je vais vous en montrer un exemple tout à l'heure. Les nouveaux matériaux, la mécanique, avec des projets dans ce domaine-là qui seront décisifs pour les avions et les navires du futur. Je vous ai parlé du projet DCNS sur Nantes. Dans le domaine de la santé, des biotechnologies, Philippe Audic en a parlé il y a un instant. Il y a beaucoup de projets, beaucoup de développement en l'occurrence. Dans le domaine de l'alimentation, là aussi il y a un pôle grandes écoles autour de Niris qui est très fort, qui se développe en lien avec l'industrie agroalimentaire régionale très, très importante.
Dans le domaine du numérique aussi, il y a des initiatives très fortes, très intéressantes. Le quartier de la création qui veut fédérer les grandes écoles, les créateurs, les artistes, les sociétés, les entreprises liées aux technologies numériques. Vous savez qu'il y a une cantine qui va se créer à Nantes, qui est un lieu de la production et d'exposition des nouveaux usages d'Internet et de nouvelles technologies. Il y a un pôle image et réseau qui est certes rennais mais qui a beaucoup de résonance dans le territoire en Loire-Atlantique. Il y a des clusters qui sont développés autour des jeux vidéo. Ça a l'air de rien, mais c'est en fait des technologies qui mettent en scène des outils très utiles dans d'autres domaines de l'économie. La simulation numérique, le 3D, etc. Il y a des grappes d'entreprises qui sont développées à Nantes-Saint-Nazaire qui sont très performantes. Il y a des clubs comme Senio, Alliance Libre dans les logiciels libres. Il y a l'école de design qui est très puissante également dans le domaine de l'ergonomie du web. Voilà, tout ça pour dire que sur ces nouveaux territoires de l'économie, on a déjà des places intéressantes. Pour autant, il y a des choses à faire toujours. Moi, je crois qu'on n'est pas évidemment à l'abri de la compétition. Pour autant, il ne faut pas se gargariser de tout ça. Je vais en citer quelques-unes, il y a bien d'autres choses à dire. Mais je pense qu'il y a un enjeu très important, c'est ce que j'appelle le territoire numérique. C'est au fond une information, une connaissance partagée auprès du plus grand nombre de tous ces enjeux, de toutes ces ressources et acteurs locaux. C'est une base de connaissances, c'est une base de données à organiser, à faire vivre dans la culture du web aujourd'hui, ce qu'on appelle le 2.0, qui consiste à coproduire les contenus, à les faire vivre avec toujours une validation bien sûr, mais il y a une intelligence collective à développer autour de ça, qui donne à la fois du lien et de la visibilité locale, mais aussi à l'égard du monde. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le web, vous organisez une base d'informations et de connaissances, vous permettez aux ressources locales de mieux fonctionner entre elles, mais vous les rendez aussi visibles de l'extérieur. Voilà. Il y a toute la question évidemment de l'enseignement supérieur de la recherche qui sera jamais assez porté, poussé et développé. Évidemment, facteur d'internationalisation, de projets, de développement en phase avec le monde. Tout ce qui se passe en ce moment, on peut espérer que les deux presses régionaux vont travailler plus ensemble, qu'on verra émerger un jour peut-être une fédération des universités de l'Ouest visible dans ce classement de Shanghai. Enfin bon, voilà, il y a encore tout un travail à faire fondamental, important. Dans ce qu'il reste aussi à faire beaucoup, je crois, à améliorer, c'est ce que j'appelle la capacité de décision, donc la médiation de la complexité sans une paralysie participative, entre guillemets, excusez-moi du terme, mais je veux dire que les enjeux sont complexes. C'est ça qui est compliqué, c'est de faire partager la complexité, mais ne pas paralyser la prise de décision, ne pas faire que la décision soit prise uniquement dans des considérations locales, tactiques, ou liées au sentiment de telle ou telle catégorie ou de population, voire de tel quartier, mais qu'on ait bien une capacité à décider en fonction d'enjeux long terme et forts, donc à faire des choix et les assumer. Ce qui voudrait dire, par exemple, d'avoir un vrai projet de développement stratégique à l'échelle de Nantes-Saint-Nazaire, que moi je ne vois pas pour l'instant, à la hauteur de tous ces enjeux, d'adapter grâce à cela la gouvernance à cette échelle. Mais continuer, quoi qu'il arrive, à mettre les projets avant les structures. C'est pas la peine de créer une structure pour créer une structure, ça n'aurait pas de sens. C'est simplement se mettre d'accord sur un projet de développement, sur une vraie doctrine, sur des choix qui consistent à ne pas laisser des faux débats comme celui sur les ponts sur la Loire entre Nantes et Saint-Nazaire émerger, se dire on en fait ou on n'en fait pas, mais on arrête de dire que c'est possible ou pas possible. Moi j'ai une conviction là-dessus, c'est que c'est impossible et que c'est pas nécessaire, mais on peut ne pas être d'accord. Mais au moins je pense qu'un projet devrait être capable de porter ce genre de vision du territoire comme il a été sur l'aspect Notre-Dame-des-Landes. Voilà, donc c'est un grand projet de développement, une doctrine d'aménagement, des choix assumés et dans la mesure du possible partagés à la hauteur. Et ensuite, si ça s'est fait, évidemment que la gouvernance devrait être adaptée et on peut très bien imaginer à ce moment-là une agence de développement à l'échelle de ce territoire regroupant toutes les forces, ports, universités, chambres de commerce, collectivités locales, ce qu'a proposé Patrick Maréchal dans une intervention récente dans le cadre de je ne sais plus quel débat, mais en tous les cas il avait proposé ça, c'est tout à fait pertinent, mais il faut d'abord avoir une doctrine, quoi. Au fond, quelque part, il faut faire ce qui a été fait dans les années 60, à l'époque de l'État régalien, les années Guichard, la Datar, l'Oréam, Nantes-Saint-Nazaire, il y avait une doctrine très forte, vue dans un monde des 30 glorieuses, évidemment, de l'industrialisation, de la tertiarisation supérieure, etc. Mais au moins, il y avait une doctrine, et on en vit encore largement là-dessus. Même si depuis, on a intégré là-dedans la décentralisation, l'environnement, etc., etc. Donc on a bien sûr changé le modèle, les questions du port, on l'a vu, et tout ça, ont bougé. Mais pour autant, il faudrait être capable aujourd'hui, dans un nouveau monde, de se projeter, de produire une pensée forte comme elle l'avait été dans les années 60 et 70.
Voilà. Et pour moi, cette doctrine, pour résumer, elle doit bien sûr considérer le capital de la biodiversité comme une responsabilité mondiale, une chance de développement et non pas une contrainte, la population nouvelle comme une chance d'internationalisation, de moindre vieillissement, de diversité sociale et culturelle et non comme des soucis, l'information et la connaissance comme des matières premières, la qualité de vie et ses exigences urbaines comme un moteur de développement. Voilà. Et donc, il y a encore beaucoup de choses à faire et imaginer. Et pour terminer, je voudrais dire que au fond, quand on regarde tout ça, on se dit que cette carte là, je voulais pas montrer, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Tiens, ça marche plus. Pardon, excusez-moi. La question du développement qui parfois est soumise à un grand questionnement. Moi, j'aimerais bien que ça ne soit plus une question. Pour moi, le développement, c'est pas une option, mais vraiment une nécessité, quitte à encore une fois à le réinventer, hein, encore une fois. Mais on ne doit pas oublier le monde tel qu'il avance. Hein. Il y a des projections qui montrent que l'Europe fera en 2030, 8% de la population mondiale, alors qu'elle faisait 20% en 1950. Ce vieillissement de la population qu'on a souvent évoqué. Il y a des territoires en déclin démographique qui n'ont pas nos états d'âme, ou en difficulté qui n'ont pas nos états d'âme. Donc tout ça pour dire que ce développement, il doit absolument être porté, réaffirmé, cette nécessité comme une exigence, pour refuser tout ce qu'on voit parfois venir, qui sont la sclérose, un égoïsme, un repli sur soi, parce qu'au fond, on est bien ici et que on pourrait s'en contenter, quoi. Hein, pour faire simple. Donc, il faut réaffirmer la nécessité de se développer pour créer des emplois de tout type, lutter contre la pauvreté, enfin qui est quand même énorme, investir sur le social, l'insertion, la santé. Je dis bien investir, parce que pour moi, ce sont des dépenses économiques, c'est créateur de richesse. Protéger l'environnement, je l'ai dit tout à l'heure, mais restaurer l'estuaire, ça coûtera très cher. Investir dans les économies d'énergie, c'est beaucoup d'argent, mais il en faut. Avoir les moyens du long terme, il faut se les donner. Il faudra de plus en plus pallier au désengagement de l'État, donc le développement est nécessaire pour ça, en termes de financier en tous les cas. Ce sont les territoires qui vont se développer qui auront plus les moyens de le faire. Et puis, in fine, pourquoi est-ce qu'il faut se développer ? C'est qu'il faut pouvoir garder le choix de nos vies, quoi. Tout simplement, je dirais, parce qu'autrement, c'est gérer des pénuries, gérer des décroissances. On sait bien ce que ça veut dire. Ça implique le contrôle, les restrictions. Moi, je refuse une vision malthusienne, repliée, voire régressive, hein, qu'on va parfois poindre dans certains discours, derrière des parangons écologistes, notamment. Moi, je suis vraiment... autant je crois à l'écologie comme une exigence, mais en faire l'alpha et l'oméga de notre futur, je pense que c'est dangereux, quoi. C'est une forme régressive de retour à la nature, de retour à la terre, qui peut nous emmener très loin, quoi. Donc moi, je ne partage absolument pas cette question-là. Je dis qu'on peut réenchanter, refonder le discours du développement à partir du local, que le territoire partagé est ouvert sur le monde, les communautés humaines de proximité, ça permet de sortir de cette logique de développement, bien sûr, fondée que sur la consommation et nourrie par un marketing narcissique. Ça, évidemment, il faut rompre avec ça. Mais je refuse qu'on verse dans un millénarisme culpabilisateur, ce malthusianisme écologique qu'on entend trop souvent, qui parfois masque des égoïsmes bien plus locaux. Voilà. Je continue à croire qu'on a des solutions, qu'il y a évidemment des problèmes majeurs, mais qu'il y a des solutions, y compris techniques, sociales, économiques. Il y a des progrès possibles. Il n'y a pas de voie unique, il y a des multiples pistes. Mais je suis fondamentalement quelqu'un d'humaniste et de positif. J'ai envie qu'on n'oublie pas ça, quels que soient les problèmes. Et récemment, vous l'avez peut-être vu dans Le Monde, la publication d'un indice de développement humain qui a augmenté dans tous les pays étudiés, à l'exception de 3 depuis 1970. Indice de développement humain qui a été porté par le programme des Nations Unies pour le développement sur les questions de santé publique, d'éducation, d'inégalité, d'équité entre les sexes, de pauvreté, etc. Pour ne pas en rester au seul PNB, on voit bien que là, il y a quand même des progrès d'accomplis, quoi. Faut pas non plus oublier ça, quelles que soient les difficultés réelles du temps. Voilà, donc tout ça pour dire que je pense que réenchanter ce développement, réenchanter ce discours sur le développement, c'est se servir des exemples, c'est faire circuler l'information, c'est observer ce qui se passe. Je parlais tout à l'heure d'Armor, je vais vous montrer un petit visuel sur eux. Voilà. Décidément, je reste bloqué sur cette photo. Excusez-moi, je vais y revenir. Armor, vous connaissez, hein, les rubans encreurs et puis les cartouches de pression thermique. Cette entreprise, elle est en train de préparer ça à la Chevrolière. Elle a mobilisé 20 millions d'euros d'investissement
pour développer de nouveaux capteurs solaires souples, très légers, très fins, qui pourront se mettre partout. Et son président, directeur général, qu'on a rencontré récemment, nous dit que dans 5 à 10 ans, ce genre de choses-là, d'énergie décentralisée, pourront se développer avec des outils et des matériels fabriqués ici et non plus en Chine comme les panneaux solaires actuels, quoi. Voilà. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on voit bien là des entrepreneurs, des gens qui croient à l'économie, au territoire, qui apportent des solutions nouvelles, et que c'est ça qui peut nous permettre également de se développer. Mais dans cette question des entrepreneurs, je mets aussi les entrepreneurs publics, que ce soit des chercheurs, des élus, des gens qui portent des grands projets. La question du grand emprunt que j'évoquais tout à l'heure me paraît tout à fait intéressante de ce point de vue-là. Tout ça pour dire que je ne pense pas du tout qu'il y ait de fatalité, qu'on soit condamné, surtout quand on voit ça, ce territoire, Nantes-Saint-Nazaire et tout ce qui nous entoure. Dans un monde qui a fait de la mobilité son paradigme, ce territoire, c'est un vrai aimant. Notre chance, c'est d'être au bord d'un gisement d'énergie et de développement humain phénoménal. C'est notre chance et qu'on a vraiment à s'en saisir. Voilà. Bien, on peut l'applaudir. Avec mes deux amis et compères Philippe et Henri, sans oublier bien sûr notre président, je pense que déjà on aurait plein de questions à vous poser. On connaissait et appréciait le journalisme que vous êtes depuis longue date. Je connaissais moins le militant du territoire et le militant qui a aujourd'hui osé peut-être à nous dire ses convictions dans des domaines ici qui font débat, qui sont le domaine de la croissance, du développement durable. Vous avez parlé des franchissements des ponts, c'est aussi une question ici qui fait débat avec beaucoup d'autres. Donc merci de cela, et puis même si nous avons envie, je pense tous les quatre, de vous titiller un petit peu, c'est aussi le jeu de cela. Je crois que dans la salle il y a de nombreuses personnes qui souhaitent vous interroger, alors laissons-leur la parole. Merci. Que je me suis avancé. Oui, Jean. Bon, j'ai bien apprécié l'essentiel du dossier. Peut-être aurais-je, pour ma part, plus insisté sur la position de Nantes en tant que tourisme balnéaire et de retraite, parce que ça, ce n'est pas délocalisable, c'est vraiment quelque chose d'important, et je pense que la mer n'a pas été assez... vous n'avez pas assez insisté là-dessus. Je rappelle que nous sommes tout de même juste au cœur de l'arc de la Plaisance qui va de Lorient à La Rochelle. Et que c'est un peu la flèche, en quelque sorte, de l'arc. Et que c'est peut-être aussi un aspect... alors, vous avez cité Beneteau, mais je pense que moi, j'aurais plus mis l'accent sur cet aspect des choses. Je suis passé trop vite et vous avez raison quand j'ai parlé d'économie résidentielle et de tourisme. C'est une vraie force, et bien entendu. Deuxièmement, mais ça relancera le débat, je crois que la décentralisation, elle a de bons et de mauvais côtés. Elle a multiplié les féodaux, les ducs d'Aquitaine, de Normandie ou de Bretagne, et qu'il y a là, dans l'ego de nos politiques, un problème majeur quant à l'avenir de nos territoires. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que je dis qu'il ne doit pas y avoir de fief ou de clocher. C'est un vœu pieux, peut-être. Il y en a, on le sait tous. Mais on voit quand même, et c'est l'État justement qui reprend la main avec la question du grand emprunt, en obligeant les villes et les territoires à s'entendre, et ceux qui pensaient en Bretagne que rien suffisait et pouvaient vivre tout seul, trouver tout seul la voie de son salut, sont en train de se faire quand même ramener à la raison par les représentants de l'État. Donc vous voyez bien, ce que j'espère, c'est qu'il y aura ces dialectiques entre l'État et les pouvoirs locaux, parce que les pouvoirs locaux, certes, c'est aussi ça a des défauts que vous avez évoqués, mais ça a aussi les qualités de l'énergie et de l'adhérence à ce territoire, qui dans le long terme aussi, c'est-à-dire il y a des gens qui se battent pour leur territoire, ça a aussi un effet. Donc moi, je suis à la fois pour la décentralisation et pour l'État. Enfin, je pense qu'il faut trouver ce jeu entre les deux pour permettre à différents moments Mais vous avez raison, il y a aussi un autre point que j'ai pas évoqué. J'ai oublié parce que je pensais que je voulais en parler. Dans la nécessité du temps aussi, il y a faire émerger de nouvelles élites, de nouveaux élus, de nouveaux dirigeants, de nouvelles capacités de diriger le territoire à différents domaines, intégrant bien ces questions de complexité, de territoire, porteurs de ces éléments-là. Ça me paraît fondamental parce qu'effectivement, il y a à la fois
constitution de fief et puis une question de génération. Hein. On les connaît, qui depuis 20 ans, 30 ans dirigent les choses avec parfois beaucoup de talent. Mais j'espère qu'il y a des nouveaux qui vont prendre le relais et apporter également autre chose. Bien, d'autres questions ou interventions ou expressions? Je ne commenterai pas le discours qui m'agrée, mais j'aurais une petite question à poser. J'ai bien aimé l'urgence du long terme, c'est bien ça? Oui. Et j'aimerais savoir, et là j'aimerais que vous nous disiez quel retard on prend en ce moment dans le court terme. Pour moi, le principal retard, c'est la forme de la ville. Hein. C'est l'aménagement, l'urbanisme. Voilà. C'est là où les choses, à mon avis, sont très en retard par rapport aux exigences. Donc, on a plusieurs SCOT, on a encore là des territoires d'intercommunalité qui sont insuffisants. On a évidemment là, pour moi, c'est la chose la plus essentielle. Pour le reste, c'est des enjeux qui nous dépassent, qu'on va observer, sur lesquels on va se battre, mais je suis convaincu que c'est là où on est, où le danger du fief et du local sont les plus grands. C'est qu'il y aurait besoin d'un saut en avant, je pense, sur l'analyse de la préoccupation du territoire dans sa réalité vécue. Et non pas voilà, quand on voit qu'il y a Saint-Nazaire qui développe sa marque, Nantes aussi, Nantes-Saint-Nazaire, Rennes, enfin tout le monde, enfin voilà quoi. Donc bon, c'est à la fois des épiphénomènes, mais c'est révélateur aussi quand même de choses qui sont un peu difficilement compréhensibles vu de l'extérieur, quoi. Autre intervention? Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, je conteste absolument rien de votre exposé. Hein. Je suis entièrement d'accord. Hein. Et surtout l'état d'esprit dans lequel vous vous êtes exprimé par rapport au marketing du coin, on va dire. Mais bon, malgré tout ce que vous avez dit, auquel j'adhère, je peux pas m'empêcher de ressentir un sentiment un peu d'isolement. Alors, je m'explique. Bon, moi, je suis alsacienne. J'ai fait des études à Strasbourg. J'ai pas mal bourlingué dans le sud de la France, aux Antilles. Bon, on est arrivé en 92 à Nantes. Il est vrai que on n'a pas envie d'y repartir, donc forcément, ça veut dire que on s'y plaît. Et d'ailleurs, on a même à un moment donné créé une entreprise ici. Et pourtant, j'ai quand même par moments l'impression qu'on est un peu loin des centres décisionnaires, un petit peu de ce qui peut se passer, notamment à Bruxelles. Et je me souviens à un moment donné. Je suis venue assister à des réunions ici, au CCO, où on parlait de l'arc atlantique. Moi, ça m'a fortement intéressée parce qu'effectivement, quand on se retrouve à l'autre bout de la France, on se dit que peut-être à regrouper d'autres villes ou d'autres initiatives sur un arc, ça veut dire qu'on est plus fort et qu'on a plus de poids et qu'on va pouvoir entrer en synergie avec d'autres groupes de métropoles. Et en fait, alors j'ai peut-être pas toutes les informations, mais j'entends plus parler de ça. Et c'est vrai que je me dis que peut-être il faut être patient, peut-être que c'est vrai qu'il faut d'abord la construire, cette métropole, Nantes, Saint-Nazaire, Rennes, avec tout ce qui se passe ici et avec tous les potentiels qui existent. Mais quelque part, effectivement, et c'est pour ça que je suis aussi au Conseil de développement, plus pour réfléchir que pour critiquer, je peux pas m'empêcher de ressentir par moments qu'on est quand même loin d'un certain nombre de choses, quoi. Et ça fait partie de l'objet d'une de mes réflexions concernant l'international, en fait. Alors, on peut espérer que vous avez raison sur le fait qu'on n'est pas dans le quotidien de l'Europe et on n'est pas, c'est l'éloignement géographique qui fait qu'on y est moins sensible certainement qu'à Strasbourg. Moi, j'espère que tous ces projets que je viens d'évoquer vont justement générer de facto de la culture internationale, parce que ça va faire venir des ingénieurs, des dirigeants, des gens qui sont dans cette économie mondiale, ou des chercheurs qui nous apporteront cette vision-là. Je disais tout à l'heure Wistv, j'étais les voir récemment. Les jeunes types sortis de l'école des mines ou de l'école des design de Nantes qui travaillent chez eux, ils sont en lien avec Google TV aux États-Unis. Donc là, eux, ils sont dans un monde. Hein. Donc je crois que c'est comme ça que ça va se faire. Et moins peut-être par le volontarisme public officiel, ce qui a été à l'époque l'arc atlantique. Hein. Mais cet arc atlantique, à la fois, il avait une vraie réalité géographique évidente. Pour autant, institutionnellement, on l'a pas bien vu vivre parce qu'il reposait sur cette simple volonté derrière laquelle on n'accrochait pas de projet réel, quoi. Alors là, il y a une autoroute des estuaires dont j'ai pas parlé qui a commencé à voir le jour. Là, faut attendre pour savoir si ça va marcher ou pas. C'est trop tôt.
Mais je pense que c'est plus par les projets alors les éoliennes offshore vont certainement parce que les Anglais sont très forts là-dessus, les Écossais sont très en avance, les Danois, les Allemands, ils s'intéressent beaucoup évidemment à ce qui se passe là, hein, ils seront présents dans la compétition, donc ils vont eux nous connecter à ces réalités-là. Et quand vous parliez d'Arc Atlantique tout à l'heure, le paradoxe de l'époque, c'est qu'on défendait ça un peu comme une vision défensive par rapport à la banane bleue. Or, dans le même temps, et on l'a vu depuis, la migration des populations, la migration des activités se faisait vers l'Atlantique. C'est-à-dire que finalement, on a été les territoires qui se sont très bien développés par rapport à d'autres. Voilà. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut d'abord une doctrine, un projet, et ensuite la structure vient, quoi. Hein, mais vous avez raison, on n'est pas assez dans cette dimension internationale, quand même, bien sûr. Oui. Oui, bonsoir. Vous avez peu parlé du tourisme. Je voulais savoir si c'était par timidité ou si c'est éventuellement parce que on prend du retard actuellement sur le tourisme en Loire-Atlantique et donc sur la Nantes Métropole, enfin Nantes-Saint-Nazaire. Alors non, vous avez raison, je n'en ai pas suffisamment parlé. Je me suis axé sur les grands projets, sur les grandes choses, peut-être trop, mais en même temps il fallait avoir un choix. J'ai pas voulu faire une monographie. J'en ai parlé un peu à travers l'économie résidentielle, mais vous avez raison, c'est un facteur essentiel de l'économie locale et régionale. C'est quelque chose sur lequel il doit être aussi pensé long terme et investissement, en particulier préservation des sites. C'est préserver la capacité d'attraction du territoire dans le domaine touristique. Donc le rôle du conservateur du littoral, des parcs régionaux, la préservation de la biodiversité, c'est aussi dans ce but-là. Et puis le poids du tourisme, j'ai pas les chiffres ici, mais bien sûr est tout à fait éminent. Ça fait partie de ces choses dont on parle peu parce qu'elles sont tellement évidentes, finalement on met pas suffisamment. Vous avez raison. Elles sont plus difficiles à cerner aussi. Elles sont, vous voyez, c'est pas un grand projet, mais vous avez raison, c'est une économie fondamentale. Je crois que Philippe brûle d'impatience de vous poser une question, mais j'y vais sauf s'il y a d'autres interventions. Je regarde bien attentivement la salle, Gérard. À vous écouter, je me suis dit, cet homme-là, c'est un optimiste fantastique. Mais vous avez peu parlé des menaces. Et quand on réfléchit sur le long terme, ce qui est votre entrée en matière, on regarde aussi les menaces. Alors, sans faire d'inventaire à l'après-Vert, quelles sont pour vous les grandes menaces ou les points qui peuvent nous fragiliser et qui, à ce jour, au-delà de tout ce que vous avez pu nous dire, restent en filigrane, ce qu'on dit pas, hors des discours convenus. Et pour finir ma question, vous avez peu parlé des mythes aussi. Ici au Conseil de développement, il y a eu plusieurs interventions pour savoir par exemple si la coopération Nantes-Saint-Nazaire c'était pas plutôt un objet de communication qu'une réalité de projet. Donc j'aimerais vous entendre sur les menaces et les mythes. Alors sur les menaces, je les ai aussi rapidement citées, mais trop brièvement. J'ai dit qu'il y avait une économie qui bascule vers l'Asie, hein, donc là on voit bien dans le domaine économique et industriel les enjeux majeurs, quoi. On voit bien que la Chine actuellement tient le reste du monde par notamment les États-Unis par l'endettement, qui sont en train de financer la Grèce pour rentrer en Europe, etc., etc. Donc la question financière et mondiale est une menace majeure, hein. Donc derrière c'est l'économie et donc là le match va être très dangereux. J'ai situé ça dans les toiles de fond. Pour moi, c'est ça. Si vous me permettez, c'est un peu un objet de discours. Mais concrètement, c'est très concret parce que vous avez récemment une usine qui a fermé à Nantes, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, qui fabrique des rotatives. Goss Graphique. Voilà, bien sûr. Pardonnez-moi. C'est quoi? C'est une décision d'actionnaires, lointain, américains et chinois. Voilà. Donc ça, c'est une vraie menace. C'est un fonds de pension, c'est pas un actionnaire industriel. Pourtant, non, mais ce que je voulais dire, c'est-à-dire que dans un jeu de go financier, donc ça, ce sont des vraies menaces. Mais quelque part, je suis peut-être prisonnier ou victime de mon regard de journaliste local. J'arrête pas de voir des gens qui bougent et j'ai envie de le faire partager aussi, quoi. Vous voyez, je me suis dit, au fond, j'ai envie de sortir du millénarisme. J'ai envie de sortir de la vision catastrophique des choses dont on nous rabat beaucoup les oreilles aussi, quoi. Hein. Moi, je suis frappé tous les matins parce que j'entends à la radio la crise financière, la crise mondiale, le chômage, qui sont des réalités. Hein, encore une fois, je ne veux pas les occulter. Et dans les lettres API, comme le disait Philippe, on lit des trucs sur des projets qui avancent, etc., etc. Donc voilà.
Donc je suis peut-être ce soir trop sur l'aspect bon. Mais alors les menaces, on peut les citer aussi. La question environnementale est majeure, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, si on laisse se dégrader l'estuaire, si on laisse l'urbanisme faire n'importe quoi, n'importe comment, si on tue la vitalité et la qualité de ce territoire, on le paiera très cher. Dans le domaine énergétique, si on n'est pas capable de remplacer mais là ça ne nous concerne pas seulement, hein, les énergies carbonées dans le siècle qui vient, ça nous coûtera particulièrement cher ici. Mais il se trouve que par hasard, c'est là où on voit bien que la géographie est quand même assez exceptionnelle, c'est que au fond, on a été une grande bouche d'importation du charbon, du pétrole et du gaz, on l'est toujours en France. Et on voit apparaître de nouvelles formes d'énergie possibles, renouvelables, issues de la mer, que ça soit l'éolien, demain les hydroliennes, qui seront des objets flottants, qui sont également en préparation à l'école centrale, ou la biomasse avec des microalgues qui peut-être produiront de l'hydrogène. En tous les cas, c'est en préparation et c'est étudié ici et ça se développera peut-être ici. Bon, j'en sais rien. Hein. Alors voilà, les menaces pour moi, c'est la macroéconomie, c'est le jeu de ces empires financiers, c'est la finance, c'est tout cela. Après sur l'aspect territorial c'est de rater si on est mauvais sur les opérations en grand emprunt, mais là j'ai pas les réponses donc je peux pas vous en parler, mais la menace ça aurait été de pas présenter une bonne candidature à l'initiative d'excellence. J'espère qu'elle va être écartée, cette menace là. Ça serait de pas on a vécu quand même une première alerte très chaude, c'est le plan campus, hein, rappelez-vous, aucune université de l'Ouest n'avait été retenue dans les projets d'investissement financement des universités françaises dans le plan campus. Bon, il y a eu des raisons diverses et variées, mais enfin, ça faisait tâche quand même. Hein. L'Ouest était quand même à l'écart, alors que Bordeaux, Toulouse, Lyon ont reçu beaucoup d'argent qui leur bénéficiera. Donc, si on recommence ça sur le grand emprunt, on est très mal. Hein. Voilà. Donc, les menaces, c'est de rater ces échéances-là. Ce serait au plan local de s'empoigner sur des débats stériles. Voilà, le débat régional, pour moi, c'est un faux débat. Je suis un militant de Notre-Dame-des-Landes, je l'assume et après, j'espère que ce projet va continuer. Pour moi, ce serait une menace de ne pas le faire. La non-décision, l'absence de choix, c'est une menace, c'est une forme de menace latente. Quand je dis faire un pont entre Nantes et Saint-Nazaire, c'est pour moi une ineptie, c'est impossible d'un point de vue financier, d'un point de vue écologique. Par contre, bien sûr, renforcer les liaisons à Nantes et Saint-Nazaire, bien sûr. Mais voilà, il y a des moments où il faut prendre acte du territoire, de ses limites et de ses contraintes et financières et physiques. Voilà. Donc là, il y a une certaine démagogie, je pense, souvent locale, qui est une menace, qui est une forme de menace. Bon. Alors les mythes. Les mythes, pour moi, Nantes-Saint-Nazaire, c'est pas un mythe, c'est une réalité géographique et historique. Ensuite, il y a la coopération institutionnelle, il y a tout ce que l'on veut, tout le discours. Mais bon, ceci dit, il y a eu d'abord une pensée, celle de l'État, hein, qui était pas non plus innocente. Hein, la métropole d'équilibre Nantes-Saint-Nazaire, voilà, donc qui a eu le mérite d'exister, de poser quelques questions à cette échelle-là, d'organiser des décisions importantes, de faire un cadre de décision lorsque des grands choix ont été faits au niveau national. Je pense que si le terminal méthanier est venu là à l'époque, c'est parce qu'il y avait un site pour l'accueillir, parce que 20 ans plus tôt, on avait dit qu'il fallait faire un grand port polyindustriel à cet endroit-là. Et c'est parce qu'on avait réfléchi à l'échelle de Nantes-Saint-Nazaire, Nantes centre tertiaire supérieur et Saint-Nazaire centre industriel qu'il fallait. Voilà. Donc les briques sont tombées au moment venu parce qu'il y avait une pensée sur ce territoire. Bon, après, il y a eu la communication, il y a eu le discours, mais moi, j'ai jamais pensé que Nantes-Saint-Nazaire devait être une ville du quotidien. Pas du tout. C'est-à-dire que Saint-Nazaire a sa réalité sociologique, humaine, Nantes aussi. Il y a les aires urbaines qui existent, qu'il faut également travailler. Il faut améliorer certainement les liaisons entre les deux, mais j'ai jamais pensé que c'était une seule ville. Hein. Alors là, pour moi, par contre, cet ensemble d'1 million d'habitants forme pour moi ce qu'est aujourd'hui une métropole, une ville du XXIe siècle. Voilà. Alors c'est vrai que le discours, après, la communication s'empare parfois de ces objets-là, de ces réalités-là, et essaye de masquer un vide par un excès de mots. C'est pour ça que j'ai quand même dit, si on n'est pas capable de forger une doctrine de l'aménagement, un plan d'aménagement, une stratégie d'aménagement, de développement à cette échelle-là, là, dans les temps qui viennent, hein, on passera à côté. Quand je vois que Saint-Nazaire réfléchit à 2020, Nantes à 2030, et que la Loire-Atlantique réfléchit à 2030, ça me fait sourire. Bon, c'est le même territoire. Après tout, que chaque institution s'empare de son débat, c'est aussi très bien, parce qu'il faut aussi qu'elle le porte. Ce que j'espère, c'est que ça va converger quand même, à minima. Voilà une menace. Merci d'avoir répondu, Philippe. Bon, moi, j'ai pas vraiment je vais simplement dire que j'apprécie aussi l'exposé qu'a fait Dominique Luneau et dire que effectivement, parler positivement du développement, c'est quand même de temps en temps, ça fait du bien, parce que c'est vrai que on est quelquefois dans des lectures négatives du développement,
Donc moi j'apprécie ce discours. Dans les grands projets que tu as cités, j'ai pas relevé deux projets qui me paraissent importants sur le territoire, qui est celui d'un nouveau CHU. Alors après il y a le débat de sa localisation, mais c'est un projet qui me paraît porteur de beaucoup de choses. C'est à la fois les politiques de santé pour la population, je reviens sur un des axes que tu as évoqué, mais c'est aussi du développement de la recherche. Tout à fait. Jeudi prochain au CCO, on va présenter Vivalis, qui est une très belle entreprise de la région. Oui. Choltez, des Mauges ou de Cholet, je sais plus, est venu à Nantes pour la partie biotechnologie. On est bien là dans ce rayonnement régional. Hein. Voilà. Donc CHU et puis la nouvelle gare, parce que je pense que c'est un élément qui a son importance, y compris sur le fonctionnement du territoire. Bien sûr. Hein. Et puis peut-être un petit commentaire sur les éoliennes. Alors moi je suis favorable aux éoliennes. Je suis désespéré de voir qu'un projet que j'ai soutenu et défendu assez longtemps, qui était un projet d'éoliennes sur le plateau de la Banche, n'est toujours pas mis en place. Donc je suis toujours un peu sceptique sur les volontés réelles de faire dans ce domaine-là. Alors il y a des grands appels à projets, mais il y en a déjà eu. C'est pas le premier, ça va être le 3e sur l'éolien offshore. Donc j'espère qu'effectivement ça va déboucher. Puis je voudrais quand même rappeler en passant que les énergies fossiles sont toujours là, qu'il y a encore des grands investissements sur le terminal gazier. Je parle sous le contrôle de Louis Savary qui est dans la salle. D'une part, qu'il y a un nouveau cycle combiné gaz qui est en train qui va être mis en service dans quelques jours, probablement qui va être doublé dans les années futures, que EDF va certainement remplacer ces 2 tranches au fioul par 2 tranches au gaz, là aussi dans les années futures. C'est-à-dire que là aussi, c'est des milliards d'investissements sur des sites existants. C'est-à-dire que là aussi, on est dans une logique où on ne va pas gaspiller, je veux dire, le territoire, comme tu l'as dit, puisque ça va se faire sur des sites existants, que ça va se faire avec des énergies plus propres que peut-être les énergies passées, et il faut pas jeter l'eau avec le bébé. Et puis je terminerai peut-être par une question, c'est est-ce que ce territoire a pas aussi une faiblesse, et je pose la question à un spécialiste sur la question des médias, parce que je pense que les territoires, leur visibilité, elle passe aussi par leur communication et par les médias. Voilà. Alors oui, tout à fait. Le CHU, c'est un oubli. J'ai parlé de l'IHU et j'aurais dû rajouter effectivement le CHU qui est plus un projet. Mais c'est important, c'est fondamental. L'économie de la santé, c'est un axe majeur de développement pour ce territoire, c'est vrai. Sur les énergies actuelles, c'est vrai qu'il y a des grands projets, mais j'en ai pas non plus parlé parce que c'est en cours, ça va se faire. Et là, j'ai essayé de me situer firmement sur les grandes nouvelles échéances, en étant bien conscient effectivement que l'éolien c'est pas la panacée, il y a des jours où il n'y a pas de vent, on le sait tous. Donc, mais ça fait partie de cette palette d'outils qu'il faut avoir. Et quand on regarde la carte des éoliennes offshore en Europe, on voit que la France est cruellement absente d'un paysage dans lequel ça se multiplie ailleurs. Et puis il y a des grands programmes nationaux. On verra bien ce que veut dire la nouvelle ministre qui vient d'être nommée, si elle maintient ou pas les projets. On va bien voir, hein. Mais voilà, donc ça c'est important. Alors effectivement sur l'aspect, c'est vrai qu'on le dit pas assez, mais ça va rajouter encore du positif dans un paysage qui est déjà trop. Non, je rigole. Simplement sur l'aspect média, oui, c'est une grande question, ça je suis d'accord. Je l'ai esquissé un tout petit peu à travers la question que j'ai abordée dans les grandes lignes d'un territoire numérique organisé, hein, d'une base de connaissances partagée, une base d'informations. Coproduite et validée par des éditeurs, ça me paraît fondamental, parce que c'est un de nos outils d'accès à l'information, à la connaissance, qui permet d'agir, de se relier. C'est ce que disait Vel, c'est un territoire, c'est des liens physiques, mais aussi ça passe aujourd'hui, on le sait bien, par cet outil qu'est l'ordinateur et Internet. Donc autant trouver une information bien structurée, bien organisée et bien localisée dans son territoire, et en plus en faisant ce travail-là, on se rend visible à l'extérieur grâce au moteur de recherche. Bon.
Alors les médias, ils vivent dans un monde qui vient d'une histoire qu'on connaît à Nantes. Je vais pas revenir là-dessus. L'époque du papier, la presse quotidienne régionale, des grands outils de télévision nationaux et régionaux. Voilà. Donc c'est l'État à travers France Télévisions ou Radio France qui a porté des outils dans le domaine audiovisuel jusqu'à présent pour l'essentiel. C'est les groupes privés de la PQR, désormais le groupe Ouest France, qui a porté les outils du papier. Pour le reste, on est dans des choses émergentes, y compris la télévision locale. Il y a un projet que je vais pas évoquer ici de renouveau d'un nouveau projet de télévision locale dans des conditions assainies d'un point de vue de l'éditeur, un éditeur unique plutôt que deux. Derrière, il y a une association de médias qui s'appelle la Média Indépendant Nantais qui réunit une quinzaine de médias susceptibles de partager des contenus, des ressources. Enfin bref, tout ça c'est des embryonnaires, on est bien d'accord. Mais je pense qu'il est fondamental qu'émerge un média local, au meilleur sens du mot, ça ne veut pas dire prisonnier du local, mais porté par le local, dirigé ici, avec une vision de long terme aussi de ce territoire, et qui ne soit pas simplement une tranche de camembert dans un jeu économique où on a une part de marché ici qu'on veut occuper, comme c'est encore le cas aujourd'hui, quoi. Donc là, s'il y a de l'argent à mettre, à mon avis, c'est vraiment là qu'il faut en mettre, et c'est des sommes beaucoup moins importantes que les investissements dans les infrastructures. Mais je pense que aider à la structuration de l'information et de la connaissance du territoire, de ces enjeux, est absolument nécessaire, tout à fait. Vu l'heure, on va prendre les dernières questions. Alors je vous demande de lever la main pour bien les identifier. Gérard, oui. Pas d'autres questions? Oui, madame, d'accord. J'en aurai une aussi. Puis on va arrêter là. Donc quatre séries de questions encore. Personne ne sera frustré. C'est bien. Je vous propose qu'on les prenne peut-être en pack. Moi, c'est juste pour abaisser un peu la température qui est devenue trop positive, et je me disais que j'ai bien entendu le discours sur le développement, et j'y crois aussi. J'ai noté un peu une critique un peu subliminale sur l'écologie, mais peut-être me suis-je trompé. Par contre, ce qui me gêne dans le développement, c'est quand on y associe le mot croissance. Alors, ce que je voudrais poser comme question, est-ce que vous considérez que mieux utiliser la matière première, c'est un facteur de décroissance? Bien. Ensuite, pour voir s'il y a peut-être des choses qui se vont se rejoindre dans les questions. Oui, alors moi je veux faire remonter plutôt la température parce que j'étais très sensible justement à votre optimisme. Comme on dit effectivement, le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté, et j'ai bien senti effectivement qu'il y a derrière ce que vous avez exposé une volonté très forte. Et moi je voulais rapprocher ça un peu du climat d'ensemble des médias dans lequel nous vivons un peu en permanence. C'est-à-dire qu'effectivement, la France c'est dans une situation de morosité, effectivement, où a priori, autrefois on disait le rôle de la presse, c'est de parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans une situation tout à fait inverse. On ne parle que des trains. Enfin, je veux dire, les trains n'arrivent jamais à l'heure. On ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Et on est un peu dans cette situation. Je trouve intéressant que vous ayez parlé en particulier de l'indice de développement humain, parce que ça, c'est vraiment des questions fondamentales. Et voir que depuis les années 70, les progrès de l'humanité ont été fantastiques, mais je veux dire, c'est des choses qui sont pas suffisamment dites. Donc il y a beaucoup d'autres domaines comme ça. Oui, mais effectivement, il y a le chômage, etc. Mais je veux dire, il faut avoir une vision un peu d'ensemble. Donc je trouve tout à fait intéressant que vous mettiez en avant ces éléments-là. C'est à la fois valable au plan international, c'est valable aussi au plan français. Je trouve intéressant de ce point de vue-là, puisqu'on parle aussi de presse, qu'un journal comme La Croix commence actuellement aujourd'hui une série pendant 4 semaines, ce qui marche en France. Et je trouve que là aussi, on peut dire ce qui marche à Nantes, et de temps en temps aussi, il faut en parler. Très bien. Dernière question. C'est juste parce que vous avez évoqué tout à l'heure les trophées d'innovation, vous avez dit que vous en reparlerez. Vous avez évoqué les trophées d'innovation, oui. Et vous avez dit que vous en reparlerez. Ça a peut-être un lien avec votre exposé, je ne sais pas. Ce sont des trophées qu'on organise à PI et le CCO, et donc la remise des prix a lieu lundi prochain. Il y a 8 lauréats, des entreprises et des acteurs publics du territoire Pays de la Loire. Et j'en ai parlé parce que j'ai cité 2 lauréats qu'on va évoquer lundi prochain, qui sont ACB et Wiz TV. C'est pour ça que j'en ai parlé. On parlera, Philippe. Ok, donc la température, le thermomètre, il monte ou il descend? Alors, première question d'abord sur la croissance, la critique de l'écologie. J'ai critiqué un discours, une idéologie plutôt écologiste
qui est maximaliste et millénariste, et je pense que qui joue sur les peurs, qui joue sur un tas de réflexes que je trouve dangereux. Pourtant, je partage la préoccupation écologique. Encore une fois, à la fin des ressources, la limitation nécessaire de certaines formes de développement, l'équilibre, le développement durable, moi je m'inscris tout à fait là-dedans. Mais je pense que parfois, il y a quand même d'autres choses qui se jouent. J'ai lu certaines unes de journaux écologistes qui disaient limiter les naissances, quoi, d'un point de vue autoritaire. Non, mais ça veut dire que ça peut aller loin. C'est-à-dire que voilà, moi je crois aussi je crois à deux choses, c'est au progrès humain, à la capacité de l'homme à décider et à agir, et puis à la liberté, quoi. C'est-à-dire que par contre, il faut que collectivement ça fonctionne. Donc voilà, c'était ça que j'avais un peu en subliminal derrière, parce que derrière certains discours, on l'a beaucoup vu notamment sur Notre-Dame-des-Landes, il y avait quand même des allusions à un autre modèle de développement, c'est fini, c'est le passé, tout ça, tout le truc. On nous ramenait à des choses qui étaient quand même parfois un peu ennuyeuses. Est-ce que mieux utiliser les matières premières, c'est un facteur de décroissance? Non, pas du tout. Au contraire, c'est un facteur de croissance, mais croissance intelligente, croissance respectueuse des stocks, des ressources, et diversifier. Donc voilà, moi je suis pour la croissance et le développement, mais dans un cadre durable. Voilà. Donc ça c'est vraiment important. Et puis quant aux pessimistes à la température, effectivement, on est le pays le plus pessimiste d'après les études d'opinion. Il y a un pessimisme français qui frappe les étrangers, qui frappe beaucoup. Alors il y a d'autoflagellation, il y a, je sais pas, je peux pas l'expliquer, j'ai pas les compétences, mais en tous les cas, quelque part, j'ai envie effectivement. Alors moi, je suis pas pour un journalisme BA des trains qui arrivent à l'heure, parce que si on faisait des journaux avec des trains qui arrivent à l'heure, vous serez le premier à vous ennuyer et ne plus les lire. Donc il faut bien du sel, il faut bien des choses qui frappent. Mais ce qui frappe, ça peut être parfois aussi ce que nous dit Armor, ce que fait Beneteau, et ce que fait Porte-Bellem, ou ce que fait voilà, un chercheur, etc. C'est aussi ces choses-là dont je pense effectivement dont on a besoin. Tout le problème, c'est que le modèle économique des médias, il est fondé sur l'audience, que l'audience, elle est fondée sur les affects plus que sur le rationnel, et donc vous voyez bien la logique des grands médias, de la télévision, etc. L'émotion plus que la raison. Bon, il en faut, mais il faut retrouver un équilibre. Donc je crois aussi que l'argent public doit investir dans les médias pour préserver une capacité à faire connaître, à faire savoir d'une façon indépendante, toujours. Ce qui existe, ce qui fonctionne, et après tout, alors, il y a ça aussi dans les journaux, hein. Moi, je fais pas le procès des journaux parce que je sais qu'on leur reproche souvent ça, alors qu'ils font aussi des articles sur ce qui va bien, sur ce qui se passe. Mais il y a une tonalité générale qui est anxiogène, ça c'est vrai. Et en même temps, je ne veux pas pour autant dire qu'il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de pauvreté, parce qu'on le sait, elle se développe, et c'est pour ça que je dis qu'il faut se développer. C'est qu'il faut investir pour la traiter, pour l'améliorer, pour améliorer ces choses-là. Je n'ai pas un discours BA sur le développement comme si tout allait bien, au contraire.